Le PDG milliardaire veut prendre un taxi et voit son ex-petite amie avec 3 filles. Et l'une d'elles dit « C'est lui, l'homme pour qui maman pleure tous les soirs ». Il entend et reste stupéfait en découvrant la vérité. Les jours de pluie à Paris n'avaient jamais été tendres avec Wesley Cole. Il se tenait au coin de l'avenue des Champs-Élysées, son costume italien trempé malgré le maigre abri offert par le rebord du bâtiment. La pluie ruisselait en cascade sur les vitres du complexe commercial derrière lui, comme si le ciel déversait tout ce qu'il avait accumulé depuis des semaines. Wesley leva de nouveau le bras, essayant de héler un taxi, mais les véhicules passaient déjà pleins, ou ignoraient l'homme d'affaires détrempé. Son attaché-case en cuir, acheté à Milan lors de son dernier voyage d'affaires, commençait à foncer sur les bords sous l'effet de l'humidité tenace. « Ne prends jamais de parapluie », disait toujours son père, « et tu ne dépendras jamais de rien d'autre que de toi-même. » Ce conseil, comme tant d'autres reçus de l'aïeul James Cole, se révélait inutile quand on en avait le plus besoin. Le travail l'avait consumé ces 72 dernières heures. 3 jours enfermés dans une salle de réunion a mené l'acquisition d'une petite entreprise prometteuse. Wesley dirigeait sa propre société de technologie, qui était passée d'un modeste bureau partagé à un empire occupant 3 étages entiers de l'immeuble derrière lui. L'année précédente, la valeur de ses actions avait triplé, faisant de lui non seulement un homme riche, mais aussi puissant. Pourtant, plus rien de tout cela ne semblait important à cet instant, trempé jusqu'aux os, l'eau ruisselant sur son visage, comme si le ciel cherchait à laver tout ce qu'il avait construit. Ses réflexions furent interrompues par la lumière diffuse des phares d'un taxi qui s'arrêta enfin. Wesley fit un pas en avant, la main déjà levée pour remercier, lorsqu'il remarqua que le véhicule était déjà occupé. Le taxi s'était immobilisé quelques mètres à sa droite et la portière arrière s'ouvrit. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Nina. La femme qui sortit du taxi portait un sac coloré et tenait un petit parapluie violet. Même sous la pluie, elle gardait cette grâce particulière dans sa démarche, comme si chaque pas était une danse. Ses cheveux, plus courts qu'il ne s'en souvenait, encadraient son visage en vagues brunes que la pluie colla rapidement à son front. Wesley sentit son corps se figer sur place, incapable de bouger, tandis que le temps semblait ralentir. Il s'était écoulé 5 ans depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. 5 ans depuis qu'il avait décidé que sa carrière valait plus que leur relation. 5 ans depuis qu'il avait passé l'appel qui allait tout changer. Nina l'aperçut aussi. Ses yeux bruns croisèrent les siens l'espace d'un instant si bref qu'il aurait pu le croire imaginé. Mais l'ensemble de son corps se raidit de cette façon qu'il connaissait bien, la réaction qu'elle avait lorsqu'elle recevait une nouvelle qui la contrariait. De l'intérieur du taxi, une petite main apparut, tenant un autre parapluie, cette fois vert pomme. Ensuite, un enfant en sortit, puis un autre. Et enfin un troisième. 3 fillettes, si semblables qu'elles ne pouvaient être que des triplés. Les 3 portaient des manteaux de couleurs différentes, un rouge, un bleu, un jaune. De petits feux de signalisation vivant sous la pluie grise de Paris. Elles avaient les mêmes traits que Nina, les mêmes grands yeux, la même forme de lèvres, et un détail supplémentaire, quelque chose qui fit se serrer le cœur de Wesley d'une manière étrange. Wesley sentit l'air quitter ses poumons. Combien de temps s'était écoulé? 5 ans. Il se mit à faire des calculs, chassant aussitôt les chiffres qui se bousculaient dans sa tête. Si ses enfants étaient celles de Nina, et cela ne faisait aucun doute, alors depuis quand exactement? Nina marmonna quelque chose aux fillettes, ajustant le parapluie pour les protéger de la pluie. Elle semblait déterminée à ne plus regarder dans sa direction, mais une tension dans ses épaules trahissait son effort pour garder la contenance. L'une des filles, celle en manteau bleu, se tourna vers lui. Elle avait un regard intense, observateur, une vivacité qui traversait la distance les séparant. Quelque chose dans la façon dont elle levait le menton était perturbant de familiarité. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-elle, pointant Wesley avec une assurance qui ne collait pas à son âge. Nina tenta de les éloigner, posant doucement la main sur le bras tendu pour le baisser. « Personne d'important. »« Venez, on a des courses à faire, » dit-elle d'une voix qui se voulait normale, mais que Wesley percevait légèrement tremblante malgré la distance. Mais celle en manteau rouge s'était déjà retournée également, ses yeux curieux fixés sur lui. Elle dégageait un air plus intrépide,
avec quelques mèches humides s'échappant de son bonnet pour se coller sur son front. « Je l'ai déjà vu sur une photo, » dit-elle, avec la franchise brutale propre aux enfants. « C'est celle que tu avais sur ta table de chevet, n'est-ce pas, maman ?» Nina ne répondit pas, se contentant de serrer plus fort la main de la fillette. Wesley voyait sa respiration s'accélérer, le léger mordillement de sa lèvre inférieure, une habitude qu'il connaissait si bien d'un autre temps, d'une autre vie. La troisième, en jaune, plus silencieuse que les autres, s'approcha de sa mère et lui attrapa la main. Elle paraissait plus observatrice, ses yeux passant de Wesley à sa mère, captant la tension dans l'air avec une perspicacité qui dépassait son jeune âge. « C'est l'homme qui fait pleurer maman tous les soirs », déclara-t-elle, d'une voix si claire qu'elle transperça le grondement de la pluie comme une flèche. Cela eut l'effet d'un seau d'eau glacée pour Wesley. Non pas la pluie qui l'inondait déjà, mais quelque chose de plus profond, de plus tranchant. Les mots de l'enfant, prononcés avec la brutalité innocente de la vérité enfantine, l'atteignirent comme un coup physique. Son corps réagit instinctivement, faisant un pas dans leur direction sans réfléchir. « Nina » parvint-il à dire, sa voix presque engloutie par le tonnerre de la pluie. Elle lui fit enfin face. Son visage, qu'il avait mémorisé ligne par ligne des années auparavant, avait changé, plus marqué, plus fort. La jeune femme tendre avec qui il avait partagé un minuscule appartement à Montmartre était devenue une femme aux traits plus fermes, aux rides légères au coin des yeux. Ce regard, cependant, il le reconnut. C'était le même qu'il avait vu lors de leur dernière nuit ensemble, lorsqu'il lui avait annoncé qu'il partait dans le sud de la France. Un regard qui disait « Tu es en train de me blesser, mais je ne te montrerai pas à quel point ». Nina ne répondit rien. Elle se contenta de le fixer et, dans ce regard, Wesley vit 5 années de nuits solitaires, de larmes étouffées dans l'oreiller, de doutes et de colère et, pire encore, d'une souffrance qu'il avait provoquée avant de fuir, la laissant y faire face seule. La fillette en bleu tira sur la manche du manteau de Nina. « Maman, j'ai faim, dit-elle, rompant la tension du moment. Nina cligna des yeux, comme tirée d'une transe, et reporta son attention sur ses filles. « Allons-y, les filles, dit-elle d'une voix contrôlée, forçant un ton normal pour ne pas alarmer les enfants. On doit acheter les ingrédients pour le dîner. » Et sans un mot de plus, sans un autre regard, elle tourna les talons et s'éloigna. Les 3 silhouettes colorées la suivaient comme de petits poussins derrière leur mère. La fillette en bleu jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, fixant Wesley avec une curiosité qui le fit frissonner. Il y avait dans ce regard un quelque chose, une familiarité qui lui faisait mal. Le taxi s'éloigna, éclaboussant ses chaussures italiennes, désormais ridicules et inutiles. L'eau dégoulinait du bout de son nez, de son menton, comme si son corps pleurait des larmes qui lui échappaient. Wesley resta planté là, immobile sous la pluie qui tombait désormais à verse sur sa tête. Son téléphone vibre dans sa poche. Sans doute son assistante qui voulait savoir où il était, quand il reviendrait au bureau. Quelle décision prendre? Les courriels non lus devaient s'empiler. Des directeurs attendaient son aval pour finaliser ce contrat de plusieurs millions. Il n'y répondit pas. Plus rien n'avait d'importance à présent. Ses pieds se mirent à bouger presque d'eux-mêmes, non en direction du bureau, ni vers un autre taxi, mais sur les traces de Nina et des 3 fillettes. Une partie de lui savait que c'était insensé, qu'il devait retourner travailler, qu'une réunion importante l'attendait dans moins d'1 heure et que certains participants avaient traversé la moitié du continent pour le rencontrer. Mais tout cela semblait se dérouler dans une autre dimension, lointaine et insignifiante. La pluie ne montrait aucun signe d'accalmie, et Wesley avançait comme un homme en transe. Les passants le dépassaient, certains le dévisageant avec curiosité. Il était rare de voir un homme d'affaires en costume hors de prix errer sous un déluge sans même chercher à s'abriter. Une dame âgée lui proposa même un parapluie de secours, mais il ne l'entendit qu'à peine, le regard fixé sur les 4 silhouettes au loin. Quelques rues plus loin, il les vit entrer dans un petit supermarché de quartier. Wesley s'arrêta, incertain. Entrer là-bas reviendrait à forcer une confrontation dont personne n'était prêt. Les enfants n'avaient pas à assister à une scène pénible, mais rester sous la pluie à attendre. Pourquoi? Qu'espérait-il obtenir? Les mots de la fillette en jaune résonnaient dans sa tête. C'est l'homme qui fait pleurer maman tous les soirs. Nina avait pleuré à cause de lui, non seulement à l'époque,
mais durant des années, et les enfants le savaient. Que savait-elle d'autre? Qu'avait pu leur dire Nina à son sujet? À quelques pas de l'épicerie, il y avait un café avec une petite terrasse couverte. Wesley s'y dirigea, s'asseyant sur un banc en bois usé qui grinça sous son poids. De là, il pouvait voir l'entrée du supermarché, bien que partiellement masquée par un étal de fleurs éclatantes de couleurs malgré le ciel gris. Une serveuse s'approcha, alarmée par l'état trempé de ce client. « Ça va aller ?» demanda-t-elle, avant d'ajouter « Je peux faire quelque chose ?» avec cette légère impatience à la parisienne, mais aussi une pointe d'inquiétude sincère. « Un café. Noir », répondit Wesley, sans détourner le regard de l'entrée du supermarché. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une serviette ?» reprit-elle, haussant un sourcil devant son allure pitoyable. « Juste un café, merci », murmura-t-il, tirant quelques billets humides de son portefeuille. La serveuse haussa les épaules et s'éloigna. Wesley demeura immobile, l'eau dégoulinant de ses cheveux et formant une flaque à ses pieds. Assis là, trempé et hébété, Wesley vit défiler son passé comme un film dont il ne pouvait arrêter la projection. Les moments décisifs qui l'avaient conduit jusqu'ici défilaient dans son esprit avec une douloureuse clarté. 5 ans plus tôt. Lui et Nina partageaient un petit appartement à Montmartre. Elle étudiait le design et travaillait à mi-temps dans une galerie. Lui venait de lancer sa start-up, passant des nuits blanches à coder pour impressionner les investisseurs. Ils étaient jeunes, amoureux, remplis de rêves. Certains bons jours, quand ils concluaient un petit contrat, ils ramenaient des fleurs à la maison. Les mauvais jours, elle massait ses épaules crispées tandis qu'il fixait l'écran de son ordinateur pendant des heures. Le jour où tout avait basculé, une offre d'investissement conséquente, mais assortie d'une condition, partir dans le sud de la France. 4 mois, tout au plus, disait-il. C'était la chance qu'il attendait. Le moment pour lequel il avait travaillé sans relâche, nuits après nuits blanches. La dispute. Nina pleurant, le suppliant de ne pas partir, ou de l'emmener avec lui. « Je ne peux pas me laisser distraire maintenant, Nina. C'est ma seule chance. Tu ne comprends pas? » « Je comprends parfaitement, Wes. Tu es en train de choisir. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. » La dernière nuit, le silence pesant entre eux pendant qu'il faisait ses valises. La façon dont elle était restée sur le seuil de la chambre, les bras croisés, le regardant partir. Sa brève hésitation devant la porte. Le dernier baiser, au goût de larmes. Mais 4 mois s'étaient transformés en 6, puis 1 an. Le succès était venu vite et de manière écrasante. Investisseurs, contrats, expansion. Wesley s'était plongé dans le travail avec une intensité qui ne laissait de place à rien d'autre. Les promesses du « je reviens bientôt » étaient devenues « tu pourrais peut-être venir me voir ». Puis, de longs silences pendant les appels téléphoniques. Les appels de Nina s'étaient faits plus rares, ses messages plus courts, les visioconférences plus étranges, comme s'ils conversaient à travers une vitre de plus en plus épaisse. Jusqu'au jour où Wesley se rendit compte qu'il n'avait pas parlé à Nina depuis près d'1 mois. C'est alors qu'il prit sa décision. Il se persuada que c'était mieux pour eux deux. Nina méritait quelqu'un de présent, quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie normale. Pas un bourreau de travail obsédé qui oubliait même de manger, pas quelqu'un qui continuait à repousser son retour, pas quelqu'un qui commençait à se demander s'il y aurait encore une place pour elle dans sa nouvelle vie. L'appel final. La voix de Nina, d'abord pleine d'espoir. « Wes, tu rentres? J'ai une nouvelle. Nina, il faut qu'on parle. » Le silence qui suivit son explication fut le plus douloureux qu'il ait jamais entendu. « Tu me quittes par téléphone? Après 1 an? C'est mieux ainsi. Tu mérites mieux que ce que je peux t'offrir. Ne décide pas à ma place de ce que je mérite. Ce n'est pas du sacrifice, Wes, c'est de la lâcheté. » Le son de sa respiration, un soupir profond. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Inutile de prolonger. Ce sera plus facile pour nous deux. Ouais, attends. » Il avait raccroché, bloqué son numéro, changé d'adresse mail. Il s'était persuadé que c'était un sacrifice nécessaire, une coupure nette leur permettant d'avancer. C'était encore plus plongé dans son travail, de nouveaux contrats, de nouveaux défis. Il avait amassé la richesse à laquelle la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Il était devenu ce genre d'homme qui n'attend pas un taxi sous la pluie. Il ne s'était jamais permis de penser à ce qu'elle voulait lui dire. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, 3 fillettes.
bien trop jeune pour être née avant son départ, bien trop grande pour avoir été conçue après. La serveuse apporta le café, le posant sur la table avec un regard compatissant. « Journée difficile, hein ?» fit-elle remarquer. Wesley hocha la tête, sans vraiment l'entendre. Ses yeux restaient fixés sur l'entrée du supermarché, comme s'il craignait que Nina ne disparaisse à nouveau de sa vie s'il osait cligner des yeux. Combien de temps s'écoula? 20 minutes? 1 heure? Le monde semblait tourner au ralenti, comme si les gouttes de pluie tombaient en slow motion. Wesley ne but pas son café. Il ne répondit pas au message qui continuait de faire vibrer son téléphone. Il resta là, immobile, tandis que son esprit additionnait et recomposait inlassablement. Wesley regarda l'écran de son ordinateur. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre sous la pluie. 3 jours d'obsession, de recherche compulsive pour obtenir des réponses. Les cernes profondes sur son visage témoignaient de nuits blanches, remplacées par des investigations sur Internet et des coups de téléphone à d'anciens contacts. Son bureau, habituellement impeccable, était en plein chaos. Gobelets de café vides, cartons de plats livrés, papier gribouillé. Sur la vitre séparant son bureau du reste de l'étage, des post-it éparpillés, tentative d'organiser le puzzle qui l'obsédait. « Monsieur Cole, votre réunion avec les investisseurs commence dans 10 minutes, l'avertit son assistante depuis l'embrasure de la porte. « Annulé, répondit-il, sans quitter l'écran des yeux. « Mais monsieur, ils viennent spécialement d'Allemagne pour... »« J'ai dit annuler, Margaret. Dites que je suis malade. Envoyez des fleurs, ce que vous voulez. » Dans un coin de l'écran, une notification bancaire. De nouvelles sommes versées à un détective privé facturant des tarifs exorbitants à l'heure. Wesley l'ignora. L'argent n'avait plus d'importance. Le téléphone sonna. Il décrocha en haut-parleur, continuant à taper frénétiquement. « J'ai les infos que vous demandiez », annonça une voix masculine avec un fort accent parisien. « Je vous écoute, Mike. » Nina Lawson, 32 ans. Décoratrice d'intérieur, spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens. Elle habite à Montmartre depuis 7 ans, même appartement. Situation financière stable, pas riche mais confortable. Pas de dette majeure. Wesley tapota des doigts sur la table. Et les filles? Des triplés. Juniper, Tessa et Maisie Lawson. 4 ans et demi. Nés à l'hôpital Saint-Antoine. Aucun nom de père sur les actes de naissance. Wesley cessa de taper. Son cœur s'emballa. Répétez l'âge. 4 ans et demi. Elles sont nées le 14 novembre. Un silence pesant envahit le bureau. Wesley fit le calcul rapidement. 9 mois avant cela, c'était février. Exactement à l'époque où il était encore avec Nina, quelques semaines avant son départ dans le sud. « Monsieur Cole, vous êtes toujours là ?»« Oui. » Continuez. Elle a eu une grossesse difficile, hospitalisée au 6e mois. Naissance prématurée. Les petites sont restées en service de néonatologie pendant près d'1 mois. Wesley eut la sensation de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elles luttaient pour leur vie pendant qu'il signait des contrats à l'autre bout du pays, pendant qu'il bloquait les appels de Nina. Y a-t-il quelque chose d'autre qui indiquerait la paternité? Officiellement, non. Aucun test. Pas de demande de pension. Aucun document vous mentionnant. Wesley se frotta le visage, sentant sa barbe naissante piquer sa paume. Et de manière officieuse, « Eh bien, j'ai posé quelques questions discrètes. Une voisine mentionne que Nina dit toujours aux gens que le père des fillettes n'est pas dans leur vie. L'institutrice de la maternelle a raconté que, pendant un projet pour la fête des pères, l'une des petites a dit « Il est parti avant notre naissance ». La grand-mère maternelle habite non loin et apporte beaucoup d'aide. On dirait qu'elle ne vous apprécie pas beaucoup. » Wesley laissa échapper un rire amer. « Je l'imagine bien. Voulez-vous que je tente de récupérer des échantillons pour un test ADN ?» Wesley hésita. Il trouvait profondément malsain de fouiller dans les poubelles ou de voler des brosses à cheveux plutôt que de simplement poser la question à Nina en face. « Non, ça ira pour l'instant. Bien. Je vous envoie le rapport complet par email d'ici 1 heure. » Il raccrocha. Wesley resta là, le regard dans le vide, perdu dans ses pensées. Son esprit était un tourbillon de questions sans réponse. Dans un coin de son bureau, une photo dans un cadre en argent. Ses parents, raides et formels, prise 2 mois avant l'accident qui les avait tués. Wesley avait alors 17 ans. Il se souvenait des funérailles, des mains posées sur ses épaules, des paroles de réconfort creuses.
Il se souvenait de s'être retrouvé seul dans une maison bien trop grande. Son père n'avait appris son existence qu'au 5e mois de grossesse de sa mère. Une relation brève, une grossesse non planifiée. Elle ne l'avait contacté que pour une aide financière. Il ne s'était jamais marié, mais son père avait assuré le soutien économique. Des visites le dimanche, des vacances occasionnelles, une paternité planifiée dans l'agenda d'un cadre supérieur. Était-ce ce que Wesley avait fait? Reproduire le modèle de son propre père, sans même le savoir? Non, c'était pire. Son père, au moins, savait qu'il existait. Wesley ouvrit un vieux dossier contenant quelques photos de lui et Nina. Sur l'une d'elles, il riait en peignant les murs de leur nouvel appartement. Sur une autre, Nina s'était endormie contre son épaule pendant un trajet en train. Des souvenirs d'une vie qui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Il retourna à son ordinateur et tapa probabilités triplées identiques. Les résultats indiquaient que c'était rare, une naissance sur 200 millions, une anomalie statistique, un miracle biologique. Il cliqua sur Images et parcourut des photos de trios de triplés, étudiant leurs visages, cherchant des ressemblances avec les fillettes qu'il avait vues sous la pluie. Monsieur Cole. Son assistante réapparut à la porte. Les investisseurs sont furieux. M. Takahashi exige de vous parler personnellement. Wesley ne répondit pas. À la place, il attrapa son téléphone et montra une photo prise discrètement la veille. Nina et les 3 fillettes sortant d'un immeuble. Elles vous font penser à qui, Margaret? Son assistante, décontenancée, examina la photo. Les filles, eh bien, elles ressemblent beaucoup à leur mère, évidemment, mais elle plissa les yeux. Elles ont aussi quelque chose de vous, la forme du visage. Et celle-ci a exactement votre sourire. Wesley hocha lentement la tête. Ce n'était pas que son imagination. Alors, le regard perçant de l'une, le menton volontaire de l'autre, la façon dont la troisième inclinait la tête pour observer quelque chose. De petits reflets de lui-même. Pas de preuves concrètes, pas de confirmation scientifique, seulement des circonstances, des coïncidences, des similitudes physiques. Mais au fond de lui, il savait. Le rapport officiel arriva, rempli de données, de dates, de photos, d'informations médicales, obtenues en toute illégalité grâce à son argent. Wesley parcourut ce document, une montagne de détails qui ne répondait toujours pas, officiellement, à la question essentielle. Était-ce donc cela son héritage? Un dossier privé rempli de doutes, traitant d'enfants qui pouvaient être les siennes et qui avaient grandi sans qu'il sache même qu'elles existaient? Wesley referma brutalement l'ordinateur. Les incertitudes s'arrêtaient ici. Il était temps de faire ce qu'il aurait dû faire 5 ans plus tôt, parler à Nina. Car même sans test officiel, il savait déjà. Il l'avait senti au pincement de son cœur à la vue des 3 fillettes. Au choc émotionnel ressenti en entendant « c'est l'homme qui fait pleurer maman tous les soirs ». Il savait que, preuve scientifique ou non, ses enfants étaient les siennes, et que se dressait entre eux une montagne de moments perdus qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais racheter. Wesley aperçut l'immeuble en briques au loin, un bâtiment ancien, de ceux que Paris conserve dans certains quartiers, comme des vestiges obstinés du passé. 4 étages, un petit perron menant à la porte d'entrée, des grilles en fer forgé aux fenêtres du rez-de-chaussée. Le taxi le déposa au coin de la rue, comme il l'avait demandé. Même à cette distance, il voyait quelques pots de fleurs sur le pas de la porte et un vélo d'enfant attaché à la rampe. Un endroit simple, mais chaleureux. Le genre d'endroit que les gens appellent un chez-soi. Bien différent de son appartement terrasse, avec sa vue panoramique et sa décoration impersonnelle, choisie par un designer qu'il avait engagé. Wesley s'arrêta un instant, respira profondément et consulta l'adresse sur son téléphone une dernière fois. Appartement 3B. Il ajusta sa veste, sentant l'enveloppe lourde dans sa poche intérieure. À l'intérieur, des copies du rapport qu'il avait reçu, avec tous les détails découverts sur Nina et les triplés. Il s'engagea vers l'immeuble, chaque pas résonnant comme une décision irrévocable. Il était habitué aux réunions d'affaires déterminantes pour l'avenir de sociétés entières, mais jamais il n'avait ressenti une telle lourdeur dans une simple marche. Arrivé au perron, il s'arrêta de nouveau. Aurait-il dû appeler avant? Envoyer un mail? L'idée lui paraissait dérisoire. Comment annoncer un retour dans la vie de quelqu'un après 5 ans de silence? Surtout quand cette personne avait potentiellement élevé vos enfants. La porte de l'immeuble était entrebâillée.
Wesley la poussa et entra dans un petit hall. Pas de gardien, juste une rangée de boîtes aux lettres à droite et un escalier à gauche. Il chercha le nom de Nina et le trouva. N. Lawson, 3B. Il gravit lentement les marches, tentant de mettre de l'ordre dans ce qu'il dirait. 2 volets, 3 volets. Au 3e étage, il tourna à droite et parcourut le couloir étroit jusqu'à la porte portant le numéro 3B. Il hésita encore. À travers la porte, il entendait des voix enfantines et de la musique. Un dessin animé ou une émission pour enfants. Des rires, de la vie. Il frappa 3 coups, ferme mais sans agressivité. La musique à l'intérieur baissa et il entendit des pas approcher. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, retenue par une chaîne de sécurité. Les yeux bruns de Nina apparurent dans la fente, d'abord surpris puis méfiants. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, la voix basse et tendue. « Il faut qu'on parle », répondit Wesley, tenant lui aussi sa voix au plus bas. « Nous n'avons plus rien à nous dire », répliqua Nina, commençant à refermer la porte. « S'il te plaît. » 5 minutes. La porte cessa de se fermer. Nina resta silencieuse quelques secondes, puis soupira. « Attends-moi ici. » La porte se referma complètement. Wesley entendit des bruits à l'intérieur, Nina parlant d'une voix qu'il ne pouvait distinguer, puis le son d'une autre porte qui se fermait. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau, cette fois sans la chaîne. Nina sortit dans le couloir, fermant la porte derrière elle. Elle portait un jean et un haut simple. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon lâche. Pas de maquillage, plus belle qu'il ne s'en souvenait. « Elles regardent un dessin animé dans ma chambre », expliqua Nina, croisant les bras sur sa poitrine. « Tu as 3 minutes. » Wesley acquiesça, acceptant ses limites. « Comment vont-elles » demanda-t-il, sincèrement. Nina haussa un sourcil. « C'est ça. Tu réapparais après 5 ans pour demander comment elles vont ? Non, Comment veux-tu qu'elles aillent, Wesley ? Elles sont heureuses, en bonne santé, malgré toi, pas grâce à toi. » Ces mots le frappaient comme des pierres. Dur, douloureux, vrai. « Je ne savais pas, » finit-il par dire. « Je ne savais pas pour elle. » Nina laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que non. Tu as raccroché quand j'ai essayé de te le dire. Tu as bloqué mon numéro. Changement d'adresse mail. Tu as disparu sans laisser de traces. Je sais, et je n'ai aucune excuse. Non, aucune. » Un silence pesant tomba entre eux. De l'autre côté de la porte, on entendit un rire enfantin. « Ce sont mes filles ?» demanda finalement Wesley, bien qu'au fond de lui il connaisse déjà la réponse. Le visage de Nina se contracta brièvement, comme si la question l'offensait. « Oui », se contenta-t-elle de répondre. Wesley ferma les yeux un instant, encaissant l'impact de ce mot unique. Il s'y attendait, mais l'entendre confirmer bouleversa son univers. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver ensuite ? Ce n'était pas difficile de me localiser, en vérité. Par fierté, au début, répliqua Nina sans hésitation, puis par protection, elle n'avait pas besoin de quelqu'un qui pouvait à nouveau disparaître. Wesley acquiesça. Cela semblait logique. « Je veux les connaître, Nina ? Non. Ce sont aussi mes filles. Maintenant que c'est pratique, tu veux entrer dans leur vie ?» lança-t-elle d'un ton glacial. « Maintenant qu'elles sont grandes et mignonnes et ne t'ont demandé aucun effort, tu débarques et tu joues au papa. » Wesley recula d'un pas, sonné par la dureté de ces mots. Mais il ne pouvait nier la part de vérité qu'ils contenaient. Ce n'est pas ce que... C'est exactement ça. Tu n'étais pas là quand j'ai eu des contractions prématurées. Tu n'étais pas là quand elles étaient en service de néonatologie pendant des semaines. Tu n'étais pas là pour les nuits blanches, les anniversaires, les rhumes, les vaccins, rien. Alors non, Wesley. Tu ne vas pas surgir dans leur vie maintenant pour disparaître à nouveau lorsque tu réaliseras qu'être père est plus difficile que signer un chèque. Une porte s'ouvrit à l'intérieur de l'appartement et une petite voix appela. « Maman, le dessin animé est fini. » Nina inspira profondément, retrouvant instantanément un ton doux. « J'arrive, ma chérie, » répondit-elle, avant de se tourner à nouveau vers Wesley et de chuchoter. « Va-t'en. Si tu tiens à elle, ne viens pas troubler leur esprit maintenant. J'ai besoin de faire partie de leur vie, Nina. Tu en as eu l'occasion il y a 5 ans. » La porte de l'appartement s'ouvrit et l'une des triplées apparut, portant un pyjama à motif d'étoiles. C'était celle qui portait le manteau bleu sous la pluie.
Elle regarda Wesley avec curiosité. « C'est l'homme de la pluie, fit-elle, sans crainte ni hésitation. Nina se plaça rapidement entre eux, souriant à sa fille. « Tessa, retourne à l'intérieur, s'il te plaît. Maman arrive tout de suite. »« Il va entrer ?» demanda la fillette, observant encore Wesley de ses yeux perçants. « Non, ma chérie, il s'en va déjà. » Tessa regarda encore Wesley, comme si elle l'évaluait, puis haussa les épaules et repartit à l'intérieur. Nina attendit qu'elle soit assez loin et se tourna vers Wesley. « Ne reviens pas sans prévenir, et n'essaie pas de te servir de ton argent ou de ton influence pour forcer un lien. Si tu veux vraiment nous aider, verse une pension sur le compte que tu n'as jamais ouvert et poursuis ta vie. » Sur ces mots, elle rentra chez elle et referma la porte, laissant Wesley seul dans le couloir, face à ce panneau de bois où venait d'apparaître le visage de sa fille. Il resta là quelques minutes, immobile, digérant ce qui venait de se passer. Puis, lentement, il descendit l'escalier et sortit de l'immeuble. Le soleil de l'après-midi était déjà bas, projetant de longues ombres sur le trottoir. Wesley regarda sa voiture, garée de l'autre côté de la rue. Son chauffeur lui fit un signe discret. Il leva la main pour indiquer qu'il devait attendre, puis il se mit à marcher sans direction précise. Les mots de Nina résonnaient dans son esprit. Il ne pouvait nier leur justesse. Il n'avait pas été là. Il ignorait ce que c'était, un bébé qui pleure à 3 heures du matin. Il ignorait l'inquiétude d'une fièvre qui ne tombe pas. Jamais il n'avait eu à choisir entre payer le loyer et acheter des vêtements neufs pour des enfants qui grandissent trop vite. Tandis qu'il marchait au hasard, il prit conscience qu'il tournait autour du pâté de maison, revenant malgré lui près de l'immeuble de Nina. Au détour d'une rue, il aperçut un petit square de l'autre côté. Un espace modeste avec quelques bancs, de jeunes arbres et une aire de jeu. Il s'assit sur l'un des bancs, contemplant le calme ambiant. Le genre de parc de quartier qu'il fréquentait rarement, plus habitué aux espaces vastes et touristiques. Il s'apprêtait à se lever quand il entendit des voix enfantines. Il leva la tête et vit Nina sortir de l'immeuble, accompagnée de ses 3 filles. Instinctivement, Wesley se cacha derrière un arbre, les observant à distance. Nina portait un grand sac, et les fillettes avaient de petits sacs colorés. Elles traversèrent la rue pour se rendre au square, discutant toutes en même temps, pleines d'énergie. De sa cachette, Wesley les regardait. Malgré leur ressemblance frappante, il commençait à discerner les différences entre elles. Pas seulement leur tenue, un pantalon rouge, un short bleu, une robe jaune, mais leur façon de bouger, de s'exprimer, d'interagir avec le monde. Celle en rouge courut immédiatement vers le toboggan, grimpant avec une assurance et une joie débordantes. En haut, elle ouvrit les bras comme pour s'envoler, poussant un cri de joie avant de glisser. À peine arrivée en bas qu'elle repartait déjà en courant. Celle en bleu se dirigea tout droit vers le bac à sable, mais avant de commencer à jouer, elle disposa méthodiquement ses petits jouets. Un seau, une pelle, des moules, tous dans un ordre précis. Son visage sérieux était presque comique chez quelqu'un d'aussi petit. Celle en jaune resta légèrement en retrait, observant d'abord ses sœurs, puis l'ensemble du square, comme si elle évaluait l'environnement. Ensuite, sans se presser, elle marcha vers une balançoire et s'y assit, regardant le ciel tout en se balançant doucement. Nina s'installa sur un banc à proximité, sortant un livre de son sac, bien que ses yeux quittent rarement la page, pour vérifier ce que faisaient les filles. Wesley resta là, immobile, absorbant chaque détail. La façon dont celle au toboggan aidait un enfant plus jeune à grimper. Comment celle au bac à sable construisait son château avec un soin méthodique. L'expression pensive de celle sur la balançoire, comme si elle conversait mentalement avec les nuages. C'étaient ses filles. La réalité de ce fait le frappa avec une force inouïe, non pas un concept abstrait, ni une simple responsabilité, mais 3 êtres bien réels, chacune unique, chacune un univers en pleine expansion. Alors qu'il les observait, celle du toboggan, Juniper, se souvint-il du rapport, courut vers Nina, lui disant quelque chose avec enthousiasme. Son énergie débordait, comme si son petit corps avait du mal à la contenir. Elle sautillait en parlant, incapable de rester en place. Nina répondit quelque chose qui la fit rire, puis la fillette repartit de plus belle. Tessa, la fillette du bac à sable, appela sa mère pour lui montrer sa construction. Sa fierté était évidente, même à distance. Nina s'approcha,
admira son œuvre et lui dit quelque chose qui fit hocher la tête à Tessa, comme si elle recevait un compliment professionnel. La troisième, Maisie, était toujours sur la balançoire, observant la scène en silence. Ses yeux parcoururent le square, et Wesley eut l'étrange sensation qu'elle le voyait, malgré l'arbre qui le dissimulait en partie. Wesley jeta un coup d'œil à sa montre. 2 heures s'étaient écoulées, sans qu'il ne s'en rende compte. Observer ses filles était comme entrer dans un état second, où le temps perdait de son sens. Les après-midi d'automne s'assombrissent tôt à Paris. Les premières ombres du crépuscule commençaient à s'étirer lorsque Nina appela les fillettes. Elle aida Tessa à ranger ses jouets, attrapa la main de Maisie pour la faire descendre de la balançoire et rit lorsque Juniper insista pour faire un dernier tour de toboggan avant de partir. Les 4 traversèrent de nouveau la rue pour regagner l'immeuble. Wesley attendit qu'elle soit rentrée avant de sortir de sa cachette. Son corps était engourdi d'être resté si longtemps immobile, mais son esprit était plus clair que jamais. Juniper était la lumière, une énergie pure, un mouvement perpétuel, une joie communicative. Tessa était la discipline, l'ordre, la structure, la détermination. Et Maisie était le silence, une observation profonde, une réflexion calme, une sensibilité aiguë. Ses filles, toutes différentes, toutes entières. Wesley ressentit une vague de fierté qu'il ne méritait pas, un amour qu'il n'avait pas encore gagné le droit d'éprouver. Le rejet de Nina était justifié. Douloureux, mais justifié. Il ne pouvait pas simplement surgir dans la vie des fillettes et espérer être accepté immédiatement. Il ne pouvait réparer 5 ans d'absence avec une visite ou un cadeau coûteux. Cela exigerait du temps, de la patience, de la constance. Des qualités qu'il n'avait jamais dû cultiver dans sa vie professionnelle, où tout était immédiat. Wesley sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Vous pouvez rentrer, Frank. Je vais rester encore un peu et prendre un taxi plus tard. Vous en êtes sûr, monsieur ? Sûr. Et demain, venez me chercher à 15 heures, pas le matin. » Il raccrocha et s'assit de nouveau sur un banc du square, observant l'immeuble où ses filles prenaient peut-être leur dîner, leur bain, écoutaient une histoire avant de s'endormir. Toute une routine à laquelle il n'avait jamais participé. Mais cela allait changer. Peu importait le temps que ça prendrait, ni combien de rejets il lui faudrait affronter. Wesley Cole, l'homme qui ne renonçait jamais à une affaire, qui transformait les échecs en empire, ne renoncerait pas à ses filles. Il reviendrait, chaque jour si nécessaire. Il les observerait de loin. Il apprendrait leur rythme, leur personnalité, leur goût et dégoût. Pas avec la hâte d'un PDG habitué à des échéances serrées, mais avec la patience de quelqu'un qui réalise la valeur inestimable de l'enjeu. Car pour la première fois de sa vie, Wesley voulait quelque chose que son argent ne pouvait acheter, que son influence ne pouvait arranger, que son pouvoir ne pouvait créer. Il voulait être père, un bon père. Et il était prêt à attendre ce privilège. Wesley était assis sur le même banc du square depuis 2 semaines à présent, à observer discrètement la routine de la famille. À côté de lui, un paquet emballé dans un simple papier bleu. À l'intérieur, 3 livres identiques. Choisir ces livres n'avait pas été chose facile. Il avait passé des heures dans une librairie pour enfants au centre de Paris, perdu au milieu des rayonnages colorés, feuilletant chaque ouvrage. Le vendeur avait tenté de l'aider, mais comment expliquer qu'il cherchait un cadeau pour 3 petites filles qu'il ne connaissait pas vraiment, dont il ignorait les goûts, la vie, les premières années qu'il n'avait pas vues. Finalement, il avait trouvé un classique, l'histoire d'une petite fille qui découvre un jardin secret. Sa propre mère la lui avait lu lorsqu'il était enfant, avant que le monde des affaires ne vienne tout envahir. À présent, observant la fenêtre de l'appartement 3B, Wesley calculait. Nina sortait tous les matins à 8h30 pour emmener les filles à la maternelle. Elle revenait vers 16h, c'était le créneau idéal. À 9h, lorsqu'il les vit tourner au coin de la rue, Wesley attendit qu'elles disparaissent avant de traverser rapidement vers l'immeuble. Il entra sans difficulté. En 2 semaines, il avait remarqué que la porte principale restait souvent déverrouillée en journée. Il grimpa rapidement les escaliers, le cœur battant fort. Il savait qu'agir ainsi était étrange, presque intrusif. Déposer des présents anonymes devant la porte de quelqu'un, s'il avait été une autre personne, Nina aurait peut-être appelé la police. Mais il n'était pas n'importe qui, il était le père de ses enfants,
même s'il en avait été absent. Arrivé au 3e étage, il s'arrêta devant la porte 3B. Une hésitation. Et si Nina voyait cela comme du harcèlement? Et si elle jetait simplement les livres à la poubelle? Peu importait. Il devait bien commencer quelque part. Il déposa le paquet par terre, juste devant la porte, pour qu'on le remarque forcément. Pas de mots, pas de signature. Juste les 3 livres identiques, emballés ensemble. Il redescendit ensuite et sortit de l'immeuble sans se retourner, se mêlant à la foule pressée des Parisiens sur le trottoir. Le reste de la journée, il fut incapable de se concentrer. Il annula 2 réunions et passa des heures à fixer la fenêtre de son bureau, s'imaginant la réaction des fillettes en découvrant le paquet. L'idée que ces filles puissent, à ce moment même, tenir entre leurs mains quelque chose qu'il avait choisi pour elles, lui nouait la gorge. Un sentiment nouveau, plus fort que l'ambition, plus puissant que toute réussite. C'était un lien, même fragile, même à sens unique. Le lendemain, Wesley revint à son poste d'observation au square, plutôt que d'habitude. Il devait savoir. Le paquet avait-il été accepté ou jeté? À 16h05, il vit Nina tourner au coin de la rue avec les 3 fillettes. Son cœur s'emballa quand il remarqua que chacune portait un livre identique, la couverture rouge brillant sous le soleil de l'après-midi. Juniper sautillait comme toujours, feuilletant les pages en marchant, manquant de trébucher à plusieurs reprises. Tessa tenait son exemplaire avec précaution, comme un trésor, le doigt glissé entre les pages pour garder sa place. Maisie le serrait simplement contre sa poitrine, comme un doudou. Nina marchait derrière elle, observant ses filles avec une expression que Wesley ne parvenait pas à interpréter depuis sa cachette. Elle ne paraissait pas en colère, ce qui était déjà un soulagement. Peut-être perplexe, peut-être résignée. Elles entrèrent dans l'immeuble et Wesley resta assis sur le banc, un sourire lui montant aux lèvres. Elles avaient accepté son cadeau, toutes les 3. La semaine suivante, Wesley revint à la même place, à la même heure. Cette fois, il vit Juniper tenant le livre ouvert, lisant à haute voix pour ses sœurs tout en marchant. Sa voix était théâtrale, ses mains gesticulaient, donnant vie à l'histoire. Tessa et Maisie l'écoutaient attentivement, l'interrompant parfois par des questions ou des commentaires. Nina, comme d'habitude, gardait une légère distance, veillant sur elle. Mais quelque chose avait changé dans son visage ce jour-là. Une douceur nouvelle. Ses yeux n'étaient de plus aussi froids, mais remplis d'une émotion contenue. Wesley ressentit une reconnaissance infinie. Elle aurait pu jeter les livres, elle aurait pu interdire à ses filles de les lire. Elle aurait pu dire qu'ils venaient d'une tante lointaine ou d'une généreuse maîtresse d'école. Mais elle ne l'avait pas fait. D'une certaine manière, à un certain niveau, elle avait autorisé ce lien à se former. Un oui silencieux, quasi imperceptible, mais bel et bien présent. Dans les semaines qui suivirent, Wesley poursuivit sa discrète vigie. Les fillettes emportaient les livres au square. Juniper rejouait des passages entiers, transformant un simple banc en un jardin magique. Tessa dessinait des plans détaillés du jardin de l'histoire, reproduisant chaque recoin avec minutie. Maisie observait les papillons et les insectes, comme si elle cherchait son propre jardin secret. Un jour particulièrement ensoleillé, assis sur son banc habituel, Wesley assista à une scène qui le bouleversa. Nina lisait l'histoire aux filles, son propre exemplaire. Il avait joint un 4e livre dans le paquet, sans savoir qu'elle l'accepterait. Les 4 étaient assises sur une grande couverture, les fillettes penchées vers leur mère, captivées par chaque mot. La voix de Nina se portait dans l'air, par bribes, jusqu'à Wesley. Quand tu plantes une graine de joie. Il ressentit alors quelque chose éclore en lui, comme le jardin décrit dans le livre. Un espace qu'il avait longtemps laissé à l'abandon s'éveillait, accueillant enfin la lumière après un hiver interminable. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Wesley rêva. Il ne rêva ni de fusion d'entreprises, ni de tableau de croissance financière. Il rêva d'un jardin. Un jardin où 3 petites filles couraient parmi des fleurs sauvages, leur rire résonnant comme une musique. Il était là, agenouillé dans la terre, plantant quelque chose de précieux, quelque chose qui allait pousser au fil des années, des décennies, quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter. À son réveil, Wesley sut qu'il n'était plus question d'urgence. Plus cette frénésie de rattraper le temps perdu, de forcer un lien immédiat. Désormais, il avait la patience.
celle que connaissent les jardiniers. Cette compréhension profonde que certaines choses ne peuvent être précipitées, que certaines graines ont besoin de temps pour germer, que certaines fleurs ne s'épanouissent qu'au bon moment. Les fillettes avaient accepté son présent. Nina l'avait toléré. C'était déjà assez pour l'instant. Un premier oui silencieux. Une première porte entr'ouverte. La première graine plantée. Les livres n'avaient été qu'un début. Durant les 2 semaines suivantes, Wesley déposa d'autres petits présents devant la porte du 3B. 3 puzzles simples, un pour chacune, un lot de crayons de cire et de cahiers à dessin, puis 3 petites lampes de poche colorées qui projetaient des étoiles au plafond. Toujours anonymement, toujours par 3, sans mots ni signature. Son avocat lui proposa de formaliser la situation. Nous pouvons demander une reconnaissance officielle de paternité, un droit de visite régulier, une pension, suggéra ce dernier, comme s'il évoquait une simple fusion d'entreprises. Wesley refusa. Cela aurait transformé un processus naturel en une procédure légale, froide, imposée. Il voulait gagner son accès à la vie de ses filles, pas le leur imposer par une injonction. Être accepté, pas toléré. Ce jour-là, comme tous les autres depuis plusieurs semaines, Wesley était assis sur son banc du square, regardant l'immeuble. C'était un samedi ensoleillé, le genre de journée où les Parisiens sortent en masse pour profiter d'une arrière-saison encore douce. Il y a 3 semaines, il aurait passé un samedi pareil à jouer au golf avec des partenaires ou à déjeuner dans un restaurant huppé avec vue sur la Seine. À présent, il portait un jean et une simple chemise, assis sur un banc usé attendant de voir 3 petites filles qui ne savaient même pas vraiment qui il était. À un moment, il sortit une balle en caoutchouc qu'il avait achetée dans une supérette, la lançant machinalement en l'air pour s'occuper les mains. Rouge et bleue, elle rebondissait haut quand on la jetait au sol. La porte de l'immeuble s'ouvrit et Wesley se redressa. Nina sortit la première, suivie des triplés, toutes en short et t-shirt, profitant de ce soleil automnal inespéré. Comme toujours, il observa les subtiles différences entre elles. Juniper portait un t-shirt avec une licorne et un short violet. Tessa, un short bleu et un haut blanc, ses cheveux tirés en une queue de cheval impeccable. Maisie, vêtue d'un short jaune, arborait une petite fleur glissée derrière l'oreille. Les filles portaient quelque chose que Wesley ne distinguait pas bien de loin. Des livres. Oui, les mêmes qu'il leur avait offerts. Son cœur fit un bond. Elle les lisait encore des semaines plus tard. Le petit groupe traversa la rue vers le parc, mais au lieu de se diriger vers l'aire de jeu comme d'habitude, les filles coururent sur la pelouse sur la gauche. Nina s'assit sur un banc à proximité, sortant un livre de son sac. Elle semblait plus détendue aujourd'hui, moins sur le qui-vive, laissant les filles s'éloigner un peu plus. Wesley continua à lancer sa balle en l'air, tentant de paraître détendu. Les 3 petites s'assirent dans l'herbe, en formant un cercle, chacune tenant son livre. Il pouvait entendre leur voix, sans distinguer les mots. C'est alors que l'inattendu se produisit. La balle lui échappa et rebondit haut, roulant en direction des fillettes. Wesley se leva immédiatement, puis hésita. Pour la récupérer, il devrait s'approcher d'elle. Nina le verrait certainement. Peut-être valait-il mieux l'abandonner. Trop tard. Juniper avait déjà repéré la balle rouge et bleue. Elle se releva d'un bond, l'attrapa et chercha du regard son propriétaire. Son regard croisa celui de Wesley, et il vit le moment exact où elle le reconnut. C'était l'homme de la pluie, celui qui les observait de loin. Un instant, Wesley espéra qu'elle se contenterait de lui lancer la balle avant de retourner à sa lecture. Mais, à sa grande surprise, Juniper se mit en marche vers lui, la balle à la main, un sourire curieux sur le visage. « C'est à vous ?» demanda-t-elle en s'approchant. Wesley hocha la tête, un instant incapable de parler. C'était la première fois qu'il entendait la voix d'une de ses filles s'adresser à lui directement, sans la barrière de la distance. « Désolé, elle m'a échappé », finit-il par dire. Juniper examina la balle dans ses mains, puis l'observa, l'évaluant. « Vous êtes l'homme de la pluie », déclara-t-elle. « Non comme une question, mais comme un fait. » Wesley déglutit. « Oui, c'est moi. »« Vous nous suivez ?» demanda-t-elle, avec la franchise directe propre aux enfants. « Non, » répondit-il rapidement, puis se corrigea. « Enfin, peut-être un peu. J'habite près d'ici. » Juniper sembla accepter l'explication sans plus d'interrogation.
Elle jeta un œil par-dessus son épaule, voyant ses sœurs encore assises, qui les observaient à présent. « Vous voulez jouer ?» demanda Juniper en levant la balle. Le cœur de Wesley menaçait d'exploser dans sa poitrine. C'était une invitation, un petit mais précieux sésame vers leur univers. « Avec plaisir, » répondit-il en se levant du banc. Juniper lui sourit largement et repartit en courant vers ses sœurs. Wesley la suivit, conscient que Nina devait forcément le regarder, mais n'osant pas tourner la tête pour vérifier. Les deux autres fillettes se levèrent lorsque Juniper arriva. Wesley s'arrêta à quelques pas, de peur de les effrayer. « Il va jouer avec nous », annonça Juniper, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tessa, la plus prudente, regarda Wesley avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Maman a dit de ne pas parler aux inconnus », rappela-t-elle. « Mais ce n'est pas un inconnu », protesta Juniper. « C'est l'homme de la pluie, et il habite près d'ici. » Wesley ressentit une pointe de panique. À tout moment, Nina pouvait intervenir et interrompre ce moment. Il pouvait perdre cette fragile opportunité. « Votre sœur a raison », dit-il, s'accroupissant pour être à leur hauteur. « Vous ne devriez pas parler aux inconnus. Je m'appelle Wesley. »« Et vous ?»« Moi, c'est Juniper », répondit la fillette à la licorne. « Elle, c'est Tessa, et elle, c'est Maisie. On est des triplés. »« Des triplés ?» fit Wesley en feignant la surprise. « C'est très spécial. » Maisie, jusque-là, silencieuse, fit un pas vers lui. « C'est vous qui avez offert les livres ?» demanda-t-elle d'une petite voix calme mais assurée. La question le prit au dépourvu. Comment savait-elle? Il jeta un coup d'œil rapide vers Nina, qui était debout à présent, le regard tendu, mais ne s'approchant pas encore. Elle les laissait faire. « Pourquoi tu penses ça ?» répondit-il prudemment. « Parce que vous nous regardez comme les livres regardent, » dit Maisie avec une logique enfantine désarmante. Wesley sentit ses yeux s'embuer. Il cligna rapidement. « Oui, » admit-il enfin. « C'était moi. » Tessa, qui tenait toujours son exemplaire, avança d'un pas. « Merci, » dit-elle, d'un ton un peu cérémonieux. « J'aime beaucoup Mary. Elle est organisée comme moi. » C'était la première fois que quelqu'un remerciait Wesley pour autre chose que son argent ou son pouvoir. L'impact de ce simple merci était plus fort que tous les applaudissements qu'il avait pu recevoir après un discours en conférence. « De rien, » répondit-il, la voix un peu tremblante. « On joue ?» s'impatienta Juniper, faisant rebondir la balle au sol. Ils formèrent un cercle, et Juniper expliqua les règles d'un jeu qu'elle inventait manifestement en direct. Il fallait lancer la balle en criant un nom d'animal. Le jeu commença doucement, Wesley se contentant d'énoncer les animaux habituels. Mais Juniper se mit à sauter en lançant la balle, Tessa imposa un ordre alphabétique, et Maisie éclatait de rire à chaque tentative hasardeuse de Wesley pour rattraper la balle. En quelques minutes, il était totalement absorbé, oubliant d'être observé, oubliant tout sauf ses trois petites filles. Il manqua un lancer particulièrement haut, tomba en riant dans l'herbe, pour leur plus grand plaisir. « Tu es nul à ce jeu !» s'exclama Juniper en riant. « Très nul !» confirma Wesley, s'asseyant dans l'herbe. « Il va falloir que je m'entraîne. On peut apprendre », proposa Tessa avec le sérieux qui lui était propre. « J'en serais ravi », répondit-il sincèrement. C'est alors qu'il sentit une petite main toucher la sienne. Maisie s'était rapprochée et prenait sa main dans la sienne, l'examinant comme un objet fascinant. « Tes mains sont grandes », observa-t-elle. « Je suppose que oui », fit Wesley, presque sans respirer, craignant de rompre ce contact si précieux. Maisie garda sa main dans la sienne, comme si cela lui convenait. Juniper, incapable de rester en place, se mit à courir en cercles autour d'eux, fredonnant une mélodie improvisée. Tessa s'assit de l'autre côté de Wesley, tenant toujours son livre. « Comment as-tu su qu'on aimerait ces livres ?» demanda-t-elle, le regard sérieux. « J'ai deviné, » répondit Wesley. « Ma mère me lisait cette histoire quand j'étais enfant. »« Ta maman te lit encore ?» intervint Juniper, s'arrêtant net dans sa course. « Non, » répondit Wesley avec un sourire triste. « Elle n'est plus là. »« Elle est partie au ciel ?» demanda Maisie, serrant toujours sa main. « Oui, » confirma-t-il, « il y a longtemps. »« C'est triste, » conclut Juniper, s'asseyant en face de lui, refermant le cercle. « Tu as un papa ?»« Non plus, » répondit Wesley. « Mais ça va, ça fait longtemps. » Les trois fillettes échangèrent un regard de compassion
et Wesley sentit une vague d'émotion le submerger. Ses 3 enfants, qui le connaissaient à peine, manifestaient plus de bienveillance envers l'orphelin qu'il avait été que bien des adultes. « Nous, on n'a pas de papa non plus, » dit Juniper. « Juniper » la réprimanda Tessa. « Maman a dit de ne pas en parler. Mais lui non plus n'a pas de parents, » objecta Juniper. « C'est un peu pareil. » Wesley se sentit figé, le cœur battant à tout rompre. Que pouvait-il répondre? « Tout le monde a un père, » finit-il par dire prudemment. « Même s'il n'habite pas avec nous. » Les fillettes semblèrent réfléchir. « Tu connais notre maman ?» demanda Tessa après un instant, fixant Wesley d'un regard interrogateur. « Oui, » avoua Wesley, se refusant à mentir. « Nous étions amis. Vous êtes amis maintenant ?» demanda Maisie, le regard perçant. Wesley regarda Nina, qui s'avançait lentement, le visage traversé d'émotions qu'il n'arrivait pas à décoder totalement. « Je l'étais, » dit-il honnêtement. « J'essaie de l'être à nouveau. » Les 3 petites semblèrent satisfaites de cette réponse. Juniper bondit de nouveau. « On rejoue !» s'exclama-t-elle, agrippant la balle. Nina arriva auprès du groupe à ce moment-là. Wesley s'attendait à un affrontement, prêt à se faire congédier. Mais elle se contenta de les observer. « Maman !» appela Juniper, tout excité. « Lui, c'est Wesley. Il a joué avec nous, et c'est lui qui a offert les livres. » Nina regarda Wesley un long moment. « Je sais qui c'est, » finit-elle par répondre d'un ton neutre. « Il a dit que vous étiez amis, » insista Tessa, scrutant les 2 adultes. « Nous l'étions, » admit Nina après une courte pause. « Et maintenant » interrogea Maisie, l'esprit toujours aiguisé. Nina fixa sa fille, puis Wesley, dont la main était toujours serrée dans celle de Maisie. « Maintenant, on essaie de comprendre, » répondit-elle. Wesley sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ce n'était ni un pardon, ni une acceptation totale, mais c'était un espace, une possibilité. « Les filles, il est presque l'heure du goûter, » dit Nina. « Wesley peut goûter avec nous ?» demanda immédiatement Juniper. « Pas aujourd'hui, » répondit Nina d'un ton doux mais ferme. « On doit aller chez mamie, souvenez-vous ?» Les fillettes, déçues, commencèrent à ramasser leurs affaires. « Un autre jour, peut-être, » ajouta Nina, ce qui surprit Wesley autant que les enfants. « Promis ?» demanda Juniper, suppliant du regard. « On verra, » répondit Nina diplomatiquement. Tessa se rapprocha de Wesley qui s'était relevé. « Merci encore pour les livres, » dit-elle. « Tu reviens demain ? » « Seulement si ta maman est d'accord, » répondit-il, regardant Nina. Nina soutint son regard un instant, puis hocha imperceptiblement la tête. « À 15 heures, » dit-elle, à l'air de jeu, « pas plus d'1 heure. » Wesley ressentit un élan de gratitude si fort qu'il en eut presque le vertige. « Merci, » dit-il sincèrement. Maisie, qui tenait encore sa main, lui donna une petite pression avant de la lâcher. Comme pour sceller un accord, une promesse muette. « Au revoir, Wesley !» cria Juniper, déjà parti en courant vers la sortie du square. « À demain !» fit Tessa d'un pas plus mesuré. Maisie se contenta de sourire, un sourire plus visible dans ses yeux que sur ses lèvres, avant de suivre ses sœurs. Nina lança un dernier regard à Wesley, mélange d'avertissement et d'une acceptation réticente, avant de marcher derrière ses filles. Wesley resta planté là longtemps, regardant le petit groupe s'éloigner. Son corps tout entier vibrait d'une énergie nouvelle, inconnue. Pendant des années, sa vie s'était définie par ce qu'il obtenait, accumulait, construisait de loin. Aujourd'hui, pour la première fois, il avait l'impression de participer réellement. Pas de contrôler, pas de diriger, pas d'influencer. Juste être là, vulnérable, authentique. Une simple partie de balle dans l'herbe. Une petite main serrant la sienne. Un merci sincère pour quelque chose qui importait vraiment. Il n'était plus l'étranger observant de loin, l'homme de la pluie. Pour la première fois depuis qu'il avait revu Nina cet après-midi pluvieux, Wesley Cole était simplement un homme qui jouait et riait avec 3 fillettes. Un homme qui tombait à la renverse, qui s'essayait à des blagues, qui existait dans leur monde. Un homme qui tentait d'apprendre à être père. Et demain, à 15 heures, il aurait une autre chance de continuer cet apprentissage. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première partie de balle dans le parc. 3 semaines de rendez-vous presque quotidiens, toujours à la même heure, toujours au même endroit. 3 semaines pendant lesquelles Wesley était devenu une présence constante dans les après-midi des triplés.
Une routine s'était établie de façon presque naturelle. À 15 heures, Wesley arrivait. À 15h10, Nina apparaissait avec les filles. À 16h15, il prenait congé, promettant de revenir le lendemain. Nina participait rarement au jeu, restant à quelques mètres de là, un livre ou une tablette à la main, toujours observatrice. Il avait appris le nom de chaque poupée, chaque histoire préférée, chaque petite crainte. Il savait que Juniper détestait les carottes, que Tessa rangeait ses crayons par taille et couleur, que Maisie parlait aux papillons quand elle pensait qu'on ne la regardait pas. La réserve initiale de Nina avait peu à peu diminué, non pas par de grands gestes, mais par de petites concessions. Un café offert lors d'une journée fraîche. Un commentaire sur les progrès de lecture de Tessa. Un sourire involontaire lorsqu'il s'était étalé en tentant d'apprendre aux filles à faire la roue. C'était presque paisible, presque normal, comme s'il construisait une réalité un peu plus douce où le passé douloureux n'était qu'un souvenir flou. Mais Wesley savait que cette paix était fragile, qu'elle reposait sur des fondations instables. Une maison de cartes qu'un coup de vent pouvait faire s'écrouler, car la vérité, toujours présente dans leur silence, persistait. Il était déjà parti une fois. Pourrait-il repartir à nouveau? En cette fin d'après-midi de vendredi, Wesley arriva un peu en avance comme à son habitude. Il apportait 3 feuilles de papier recyclées, une sorte de journal artisanal qu'il avait fabriqué en suivant un tutoriel en ligne. Il voulait montrer aux filles comment y planter des graines de tournesol, puis les replanter directement dans la terre. À sa grande surprise, Nina était déjà là, assise sur un banc, seule. Pas de triplé. Son estomac se contracta aussitôt. Quelque chose avait changé. « Où sont-elles » demanda-t-il en s'approchant, essayant de garder un ton léger, masquant sa peur qu'elle ne mette un terme à ses rendez-vous. « Chez ma mère » répondit-elle en désignant le banc à côté d'elle. « On doit parler. » Wesley s'assit, posant le paquet avec les feuilles à planter à côté de lui. Tout son corps était tendu, prêt à encaisser ce qui allait suivre. C'était peut-être la fin de leur fragile trêve, le retour à la réalité. « Je t'écoute » dit-il en la regardant droit dans les yeux. Nina prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à plonger en eau profonde. « Ce n'est pas facile pour moi tout ça » commença-t-elle, le regard fixé sur un groupe de pigeons picorant un peu plus loin, te voir avec elle, voir à quel point elle t'aime. Wesley hocha la tête, attendant le coup près. « Elle parle de toi tout le temps à la maison » reprit Nina. « Wesley a dit ci, Wesley a fait ça. Tu es devenu leur héros du moment. » Wesley ressentit un mélange d'orgueil et de crainte. « C'est un problème » demanda-t-il, incertain. « Ça peut l'être » répondit Nina, honnête. « Elle t'aime, Wesley. Et si tu t'en vas encore, tu détruiras quelque chose que j'ai mis des années à reconstruire. » Il sentit le poids de ses paroles. Ce n'était pas de lui dont il était question, mais d'elle. Des dégâts que son absence pourrait causer. « Je ne partirai pas » assura-t-il, d'une voix qui puisait dans ses profondeurs. « Comment puis-je te croire » rétorqua Nina, la voix teintée d'une vulnérabilité rare. « La dernière fois, tu disais que tu reviendrais en 4 mois. Et puis tu as juste disparu. » Wesley baissa les yeux sur ses mains. Des mains qui avaient signé d'innombrables contrats, serré celles de puissants PDG, mais qui n'avaient jamais bercé ses propres filles bébés. « J'étais un autre homme » finit-il par dire, jeune, ambitieux, égoïste. Je croyais que la réussite était la seule chose qui comptait, que l'argent compenserait ce que je laissais derrière moi. Il s'interrompit, cherchant les mots justes. J'ai compris que je me trompais, de la pire des façons. Nina le regarda longuement, comme pour sonder la sincérité dans ses traits. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Tout, répondit Wesley simplement. Je suis revenu pour de bon, Nina. Je ne suis plus l'homme qui laissait tout tomber pour une opportunité en or. Je ne suis plus celui qui mettait son travail au-dessus de tout. Il inspira profondément. Maintenant, je suis ce que j'aurais dû être, présent. Nina garda ses yeux rivés aux siens. Présent, répéta-t-elle, comme pour tester le mot. C'est facile d'être présent quelques semaines. C'est plus dur de le rester quand l'excitation est retombée. Quand elles tombent toutes malades en même temps et pleurent la nuit. Quand elles se disputent et cassent des choses. Quand elles ont besoin d'aide pour les devoirs tous les soirs. Pas seulement quand ça t'arrange. Il comprit qu'elle le mettait à l'épreuve. Qu'elle voulait s'assurer qu'il réalisait la portée de son engagement. J'ai encore beaucoup à apprendre, admit-il. Mais je veux apprendre.
Je veux être là pour tout ça, pour les moments difficiles, pas seulement les faciles. » Quelque chose dans le regard de Nina sembla s'adoucir, un tout petit peu. « Tu n'as pas besoin de renoncer entièrement à ta vie pour elle, » reprit-elle, le surprenant. « Je sais que tu as une entreprise à diriger, des responsabilités. Je n'attends pas de toi que tu deviennes père à plein temps du jour au lendemain. Mais j'en ai envie, » répondit Wesley avec une conviction qu'il découvrait. « J'ai construit un empire qui peut fonctionner sans moi en permanence. J'ai des directeurs compétents, des gestionnaires, des assistants. Je travaillerai de chez moi si nécessaire. Je délèguerai. Je ferai tout ce qu'il faut. » Nina leva brièvement les yeux vers le ciel, puis revint à lui. « Elles sont tes filles, » lâcha-t-elle finalement, d'une voix calme et assurée. « Pas seulement sur le papier. Elles font partie de toi. Elles ont grandi sans toi. Et maintenant, elles veulent que tu entres dans leur vie. » Wesley sentit le poids de cette vérité, qu'il connaissait déjà, mais qui devenait incontournable, énoncée à voix haute. Pas un reproche ni un fardeau, juste un constat avant de pouvoir avancer. « Je sais, » dit-il, la voix tremblante, « et le savoir m'oblige à être meilleur. » Ils restèrent silencieux un moment, mais c'était un silence différent, presque complice. « Elle me questionne sur toi, » reprit Nina. « Sur qui tu es pour elle. Il est temps de leur dire la vérité, Wesley. » Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La vérité. Se faire appeler papa par ses 3 fillettes. C'était un désir profond, mais aussi terrifiant. Et s'il n'était pas à la hauteur, elles vont m'accepter ? Demanda-t-il, laissant transparaître sa vulnérabilité comme jamais il ne l'aurait fait ailleurs. Elles t'ont déjà accepté, répondit Nina avec un léger sourire. Elles ne savent juste pas encore ce qu'elles acceptent. Wesley acquiesça, laissant ses mots résonner. Quand ? Demanda-t-il. Ce week-end, dimanche, je ferai un déjeuner à la maison. Tu viens et on leur explique ensemble, comme des adultes responsables, comme des parents. Le mot plana entre eux, chargé de sens. Wesley se sentit envahi d'une reconnaissance si intense qu'il eut du mal à parler. « Merci, souffla-t-il, merci de me donner cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. »« Ce n'est pas pour toi, » répondit Nina sans détour, « c'est pour elle. Tout ce que j'ai fait ces 5 dernières années, c'était pour elle. »« Je sais, » dit Wesley, « et je t'en serai toujours reconnaissant. » Nina jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois aller les chercher chez ma mère, » annonça-t-elle, se levant. « Dimanche, midi. Sois à l'heure. » « Je ne serai plus jamais en retard, » promit Wesley, sachant qu'elle comprendrait le sens plus large de cette promesse. Nina s'éloigna mais s'arrêta avant de quitter le parc. « Juste pour que tu le saches, ma mère ne t'aime toujours pas. » Wesley éclata d'un rire un peu nerveux. « Je ne peux pas lui en vouloir. Moi non plus. Je ne m'aimerais pas à sa place. »« Elle va avoir besoin de temps, » l'avertit Nina. « J'ai tout mon temps, » répondit-il. Nina hocha la tête et repartit. Wesley resta assis, la regardant s'éloigner, le cœur envahi d'un mélange de crainte et d'espoir. Le dimanche, à 11h45, Wesley se trouvait devant la porte du 3B, tenant un petit pot avec un plant de tournesol. Il avait pensé à des cadeaux plus onéreux, mais il avait finalement opté pour la simplicité. Un tournesol à planter ensemble. Il frappa, inspirant profondément pour calmer ses nerfs. Incroyable comme ce moment le rendait plus anxieux que n'importe quelle négociation. Nina ouvrit dans une robe sobre, les cheveux lâchés. « Ponctuelle », remarqua-t-elle avec un mince sourire. « Entre. » L'appartement était tel qu'il l'imaginait. Confortable, chaleureux, mais vivant. Des dessins d'enfants couvraient les murs, des étagères remplies de livres, des plantes sur les fenêtres, un vrai foyer, pas un décor de magazine. Les triplés étaient dans le salon, assises par terre autour d'une petite table basse où elle dessinait. Elles levèrent sa tête d'un même mouvement quand il entra. « Wesley !» s'exclama Juniper, bondissant sur ses pieds. « Tu es venu pour déjeuner ?» Il sourit, sentant son cœur s'emballer. « Oui » confirma-t-il. « Et j'ai apporté quelque chose à planter, un tournesol. » repéra Tessa en s'approchant. « Ça pousse très grand. »« Plus grand que toi ?» demanda Maisie en les rejoignant. « Bien plus grand. » assura Wesley en tendant le pot à Nina. Parfois plus grand qu'un adulte. Les filles semblaient fascinées par cette idée. Nina posa le pot sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et commença à mettre le couvert. « Je peux aider ?» proposa Wesley. « Tu peux préparer la table avec les filles » répondit Nina. « Elles savent où sont les couverts. »
Les minutes suivantes s'écoulèrent comme une danse familiale nouvelle pour Wesley. Les fillettes lui montrèrent où trouver les assiettes, les verres, les serviettes. Juniper insista pour qu'il plie les serviettes d'une certaine façon spéciale. Tessa vérifia 2 fois l'alignement de chaque place. Maisie déposa une petite fleur à côté de chaque assiette. Une fois la table prête, ils passèrent à table pour un déjeuner étonnamment ordinaire. Nina servit une lasagne végétarienne que les filles dévorèrent avec enthousiasme. La conversation était animée, dominée par Juniper qui racontait sa journée, posait des questions, riait fort. Après le dessert, un flan fait maison aidé par les filles, Nina échangea un regard significatif avec Wesley. Le moment était venu. « Les filles, » commença Nina d'un ton calme, « vous vous souvenez que vous aviez demandé qui était Wesley ?» Les 3 acquiescèrent, leur curiosité se posant tour à tour sur les adultes. « Je vous ai dit que nous étions amis, » continua Nina. « C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. » Wesley sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. « Wesley n'est pas seulement un ami, » poursuivit Nina en pesant chaque mot. « Il est votre papa. » Il y eut un instant de silence total. Wesley observa les fillettes passer de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose de plus complexe. « Notre papa ?» répéta Tessa, la première à reprendre la parole. « Comme le papa de Sarah qui habite ailleurs. »« Oui, » confirma Nina. « Comme le papa de Sarah. »« Pourquoi tu n'habitais pas avec nous ?» interrogea Juniper en regardant Wesley droit dans les yeux. Wesley déglutit. Il avait préparé sa réponse, mais en face de ce regard, les mots lui semblaient de fades. « Parce que j'ai fait une erreur, » répondit-il honnêtement. « Une très grosse erreur. Je suis parti travailler loin, et ensuite je ne suis pas revenu quand j'aurais dû. »« Tu ne nous aimais pas ?» demanda Maisie d'une voix douce mais ferme. « Je ne savais pas que vous existiez, » avoua Wesley, sentant une vive douleur. « Quand je suis parti, j'ignorais que maman vous attendait. Et après, quand j'aurais dû revenir pour le découvrir, je ne l'ai pas fait. C'était mon erreur, pas la vôtre. Jamais la vôtre. » Les petites semblaient digérer l'information, chacune à sa façon. « Et maintenant, tu restes pour toujours ?» demanda Juniper, direct comme à son habitude. « Oui, » répondit Wesley sans hésiter. « Je reste pour toujours. Tu promets ?» insista Tessa. « Je promets, » dit-il en les regardant tour à tour dans les yeux. « Je n'étais pas là au début, mais je serai là désormais. Pour toujours. » Un autre silence. Puis, à la surprise générale, Maisie quitta sa chaise pour s'approcher de Wesley et lui tendit sa petite main. « C'est bon, » dit-elle simplement. « On peut planter le tournesol maintenant. » Wesley saisit la main tendue, retenant les larmes qui menacèrent de couler. « Bien sûr, » répondit-il, la voix légèrement tremblante. « Moi aussi, je veux aider, » s'écria Juniper en sautant de sa chaise. « Je vais chercher l'arrosoir. » Tessa se leva plus calmement, mais ses yeux brillaient. « Je vais prendre des gants de jardinage, » annonça-t-elle. « Toujours pratique. »« On en a à ta taille aussi, papa. » Le mot frappa Wesley comme un éclair. « Papa, si simple, si puissant. » Il chercha le regard de Nina, qui observait la scène, les yeux embués. « Merci, » formula-t-il silencieusement à son intention. Nina acquiesça, esquissant un bref sourire. Tandis que les fillettes s'empressaient de réunir tout le matériel, Wesley s'attarda un instant, essayant d'intégrer la portée de ce qui venait de se passer. Il était entré dans cet appartement comme un inconnu, un visiteur. Il en ressortirait comme un père. Le poids de cette réalité était immense, mais pour la première fois de sa vie, c'était un fardeau qu'il ne voulait pas lâcher. Un poids qui l'enracinait, qui donnait un sens à tout. À présent, il savait, et savoir l'engageait, à être le père que ses filles méritaient, à ne plus jamais fuir, ne plus jamais faire passer le travail avant tout, ne plus jamais choisir la facilité. Cela l'obligeait à être meilleur, jour après jour. Pour elle, pour Nina, et enfin, pour lui-même. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Wesley était officiellement entré dans la vie des triplés en tant que père. 2 mois de dîners partagés, de week-ends remplis d'activités, de soirées à lire avant de dormir. 2 mois d'apprentissage continu, de petits ajustements, de découvertes quotidiennes. Les filles avaient accepté la nouvelle réalité avec l'étonnante capacité d'adaptation propre à l'enfance. Pour elles, il semblait naturel que cet homme qui jouait dans le square fasse désormais partie de leur quotidien. Wesley était papa, un mot qui le touchait encore au plus profond lorsqu'il l'entendait.
Lui et Nina avaient instauré une routine plutôt efficace, chaque dimanche midi chez elle, chaque mercredi soir chez lui, dans son appartement terrasse. Les autres jours, ils décidaient en fonction des besoins. Ils ne vivaient pas ensemble et ne prévoyaient pas de le faire pour l'instant. Ils reconstruisaient une relation de coparentalité avant tout. Ce dimanche après-midi, Wesley arriva chez Nina avec 3 petits télescopes. La météo annonçait un ciel dégagé et il avait prévu d'emmener les filles sur la terrasse de l'immeuble pour observer les étoiles. Il frappa à la porte, entendant les voix enthousiastes de ses filles de l'autre côté. Quand celle-ci s'ouvrit, ce ne fut ni Nina ni l'une des triplés qui apparut, mais une femme d'une 60aine d'années, coiffée d'un carré gris strict, dont les yeux perçants le jaugeaient froidement. « Alors, c'est donc vous » lança-t-elle, sur un ton où perçait plus le jugement que la curiosité. Wesley déglutit. Il sut immédiatement de qui il s'agissait. Evelyn Lawson. La mère de Nina. La grand-mère des triplés. Cette femme qui, selon Nina, aurait besoin de beaucoup de temps pour l'accepter. « Madame Lawson, » dit-il en lui tendant la main. « Ravi de vous rencontrer enfin. » Evelyn toisa la main comme si elle s'attendait à quelque chose de contagieux, puis consentit à une poignée brève. « Entrez, » fit-elle, en se décalant. Nina finit le déjeuner. Les filles sont dans le salon. La tension dans l'air était palpable tandis que Wesley pénétrait dans l'appartement. Les triplés se ruèrent vers lui, s'extasiant sur les télescopes, mais leur enthousiasme sembla un peu freiné par la présence vigilante de leur grand-mère. « Papa, mamie est venue déjeuner avec nous », annonça Juniper. « Parfait », répondit Wesley en souriant à Evelyn, qui ne rendit pas son sourire. « C'est toujours un plaisir de rencontrer la famille. » Une partie de la famille, corrigea Evelyn, son ton indiquant clairement qu'il ne se qualifiait pas encore comme tel. Nina apparut alors, quittant la cuisine avec un torchon à la main. Son regard passa de sa mère à Wesley, captant immédiatement l'attention. « Je vois que vous avez fait connaissance, » dit-elle. « Maman, tu peux emmener les filles se laver les mains. Le déjeuner est presque prêt. » Evelyn acquiesça et conduisit ses petites filles vers la salle de bain, jetant un dernier regard critique à Wesley. « Désolé, » chuchota Nina dès qu'ils furent seuls. « Elle est arrivée à l'improviste. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. »« Ce n'est pas grave, » répondit Wesley, même s'ils savaient tous deux que ça l'était. Elle a le droit d'être protectrice. Le déjeuner se déroula dans un équilibre fragile entre la joie naturelle des enfants et l'hostilité discrète d'Evelyn. Les filles, insouciantes, babillaient à propos de l'école, des télescopes, de tout ce qui leur passait par la tête. Wesley répondait avec enthousiasme, conscient du regard évaluateur d'Evelyn à chaque mot. Après le dessert, Nina proposa aux filles de montrer à leur grand-mère les nouveaux livres achetés par Wesley. « En fait, » intervint Evelyn en posant sa serviette, « j'aimerais discuter un moment avec Wesley, seul à seul. » Nina jeta un regard inquiet à sa mère. « Maman ?»« Ça va, Nina ?» l'interrompit Wesley. « Je n'y vois pas d'inconvénient. » Nina hésita, puis hocha la tête. « Les filles, venez, on va préparer la table pour le café. » Une fois seuls, Wesley et Evelyn se dévisagèrent en silence. Il attendit, sachant qu'elle avait quelque chose à dire. « Vous avez là une belle famille, » finit-elle par lâcher, d'un ton démentant pourtant la gentillesse apparente. « Une famille que vous avez abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de vous. » Wesley ne chercha pas à se défendre. C'était la vérité après tout. « Je sais », se contenta-t-il de répondre. « Vous le savez vraiment ?» s'indigna-t-elle, se penchant légèrement vers lui. « Savez-vous ce que c'est que de tenir la main de sa fille pendant qu'elle accouche de 3 prématurés? Savez-vous ce que c'est que de la voir pleurer tous les soirs de peur et de solitude? Savez-vous ce que c'est que de voir 3 petites filles grandir sans père parce qu'il était trop occupé à bâtir son empire? Chaque mot était une lame, taillée pour faire mouche. » Wesley sentit chaque impact, mais soutint son regard. « Non, » admit-il, « je ne sais pas, et je ne le saurai jamais, car ce temps est révolu. » Evelyn sembla légèrement déstabilisée. Elle s'attendait peut-être à des justifications ou à des excuses. « Vous avez disparu quand elle avait le plus besoin de vous, » reprit-elle, plus doucement mais tout aussi ferme, quand elle versait le plus de larmes, quand elle avait le plus de doutes, quand elle avait le plus peur. « Vous avez raison, » acquiesça Wesley, « et je ne peux rien faire pour changer le passé. Je peux seulement être là maintenant et à l'avenir. » Evelyn le jaugea, comme cherchant une trace de mensonge. «
Les gens ne changent pas, monsieur Cole, finit-elle par dire. Pas vraiment. Au fond, on reste ce qu'on est. Je ne suis pas d'accord, répliqua doucement Wesley. Les gens changent quand un événement les ébranle profondément. Pour moi, cela a été de voir mes filles pour la première fois, de comprendre que j'avais perdu 5 années que je ne récupérerai jamais, de réaliser ce qui compte vraiment. Avant qu'Evelyn ne réponde, Nina revint dans la pièce, suivie des fillettes. Elle observa tour à tour sa mère et Wesley, sentant l'atmosphère pesante. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, prête à intervenir si nécessaire. Evelyn se tourna vers sa fille. « On réglait juste quelques points, » répondit-elle. Nina regarda Wesley, qui acquiesça discrètement, indiquant que c'était sous contrôle. « Maman, » reprit Nina d'un ton étonnamment ferme, « je sais que tu veux nous protéger, moi et les filles, mais cette fois, c'est à moi de décider s'il reste. Et je choisis qu'il reste. » Evelyn fixa sa fille un long moment, puis se tourna vers Wesley. « J'espère sincèrement que vous me ferez mentir, » dit-elle, bien que son ton indiqua qu'elle n'y croyait pas. « Moi aussi, Madame Lawson, » répondit calmement Wesley. Les triplés, ayant perçu que quelque chose d'important se passait, s'étaient approchés. Juniper, comme toujours la plus courageuse, s'avança d'un pas. « Mamie, ne sois pas fâchée contre papa, s'il te plaît, » fit-elle de sa petite voix, la mine sérieuse. « Il fait de très bonnes crêpes. » La candeur de l'argument infantile dissipa légèrement la tension. Les lèvres d'Evelyn semblèrent près de s'étirer en un sourire, mais elle se retint. « Des crêpes ?» répéta-t-elle, regardant sa petite fille. « Oui, avec des fruits dedans, » confirma Tessa. « Et il ne met pas trop de sirop, comme maman, » ajouta Maisie, attentive aux détails. Evelyn dévisagea ses 3 petites filles, puis Nina, et enfin Wesley. Son expression restait sévère, mais un léger changement s'opéra, un minuscule rayon de tolérance. « Nous verrons », se contenta-t-elle de dire. Ce n'était ni de l'acceptation, ni du pardon, mais c'était un espace pour qu'il fasse ses preuves, un espace étroit et semé d'embûches, mais un espace malgré tout. Et pour le moment, c'était suffisant. Wesley avait transformé son bureau dans son appartement-terrasse en un espace dédié aux filles. Des meubles au ton pastel, des étagères chargées de livres et de jouets, un grand tableau magnétique pour dessiner. L'endroit idéal pour les week-ends où elle restait chez lui. Ce samedi ensoleillé, les triplés jouaient sur la vaste terrasse. Wesley avait installé une table avec des feuilles, de la peinture et des pinceaux. Il les observait, émerveillé de voir à quel point chacune abordait la création à sa manière. Juniper peignait avec des mouvements rapides et expansifs, des couleurs vives qui se répandaient sur la feuille, parfois même sur la table. Elle avait des taches violettes dans les cheveux, laissées par ses doigts distraits. Elle fredonnait en travaillant, s'interrompant de temps en temps pour montrer un détail ou demander un avis. « Regarde, papa, j'ai fait une licorne arc-en-ciel !» s'écria-t-elle en levant sa feuille pour qu'il la voie. « C'est la licorne la plus colorée que j'ai jamais vue », répondit Wesley en souriant, devant ce fouillis chatoyant qui rappelait vaguement un cheval. « J'adore la façon dont tu utilises toutes ces couleurs ensemble. » Juniper eut un grand sourire et se remit à peindre avec un enthousiasme renouvelé. À côté, Tessa peignait avec une concentration extrême, le bout de la langue pointant au coin de sa bouche. Sa feuille était divisée en sections nettes, chacune représentant un élément différent. Un soleil, des nuages parfaitement espacés, une maison aux fenêtres symétriques. « C'est très bien organisé, Tessa », commenta Wesley en s'approchant. « J'aime ta façon de tout planifier. » Tessa acquiesça sans lever les yeux, absorbée à peaufiner le toit de la maison pour qu'il soit exactement à son goût. À l'autre bout de la table, Maisie travaillait silencieusement. Sur sa feuille, quelques traits apparemment aléatoires, mais qui, en y regardant de plus près, dessinaient un visage abstrait d'une étonnante sophistication pour son âge. Wesley, fasciné par la force expressive de ces lignes simples, l'observa un instant. « Maisie, c'est incroyable, » dit-il avec sincérité. « Tu as un véritable talent. Tu arrives à faire passer beaucoup d'émotions avec si peu de traits. » Les yeux de Maisie s'illuminèrent à ce compliment. Un fin sourire apparut sur ses lèvres tandis qu'elle continuait, ajoutant encore quelques coups de pinceau au portrait. « C'est qui, ce visage ?» demanda Wesley, curieux. Maisie le dévisagea de ses yeux perçants. « C'est toi ?» répondit-elle simplement.
Wesley sentit son cœur se serrer. Il voyait maintenant ce qui aurait dû lui sauter aux yeux. La mâchoire carrée, la forme des yeux, même la petite cicatrice près de son sourcil. « C'est parfait », souffla-t-il, la voix légèrement émue. « Je peux l'accrocher dans mon bureau quand tu auras fini ?» Maisie hocha la tête, satisfaite, et retourna à son dessin. Wesley recula un peu, contemplant ses 3 filles. Si semblables physiquement, si différentes en tout. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Tessa avait cessé de peindre et le regardait d'un air qu'il ne lui connaissait pas. Ses yeux étaient plissés, ses lèvres pincées. « Tessa, ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. La fillette jeta son pinceau, éclaboussant la peinture soigneusement étalée. « Tu dis toujours que Maisie est talentueuse ?» s'emporta-t-elle, la voix tremblante. « Trop génial, trop extraordinaire. Et tu joues tout le temps avec Juniper. C'est trop amusant, trop rigolo. » Le choc saisit Wesley comme un coup de poing. Il vit les larmes remplir les yeux de Tessa, qu'elle tentait désespérément de retenir. « Et moi ?» poursuivit-elle, débordant d'émotion. « Moi, je ne suis que organisée. C'est tout. Je ne suis jamais spéciale. » Juniper et Maisie arrêtèrent de peindre, interloqués. Juniper paraissait déconcertée. Maisie, inquiète. Wesley sentit un étau lui broyer le cœur. Il s'agenouilla auprès de Tessa, cherchant ses mots. C'était un terrain inconnu. Aucun de ses manuels de management ne l'avait préparé à ça. « Je peux te faire un câlin ?» demanda-t-il doucement. Tessa hésita, puis consentit d'un bref signe de tête. Wesley la prit dans ses bras, sentant son petit corps se raidir, avant de se relâcher peu à peu contre lui. Lorsqu'il se recula, elle avait toujours les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Tessa, très désolé, dit-il avec toute la sincérité dont il était capable. Tu as raison. » La surprise se peignit sur son visage. Elle s'attendait à de la négation, pas à de l'approbation. « Je fais plus attention à ce qui est flashy et bruyant, » reprit-il, « aux feux d'artifice de Juniper, aux idées surprenantes de Maisie, et j'ai oublié de valoriser ce qui est constant, fiable, profond. » Wesley attrapa son dessin, le regardant avec une appréciation nouvelle. « Ton sens de l'organisation n'est pas juste de l'organisation. C'est ton intelligence qui s'exprime, ta manière de structurer, d'apporter de l'ordre dans le chaos. C'est ta façon de penser, de voir les choses. C'est un super pouvoir, Tessa. Et j'ai été idiot de ne pas le remarquer plus tôt. » Les yeux de Tessa s'agrandirent, assimilant ce qu'il venait de dire. « Je te promets que je ferai mieux, » continua Wesley. « Parce qu'aimer mes 3 filles, ce n'est pas distribuer compliments ou attention de façon égale. C'est voir chacune pour ce qu'elle est vraiment, entendre chacune à sa manière. » Son regard embrassa les 3 enfants, les incluant toutes dans cette déclaration. « Vous êtes des triplés, mais vous êtes 3 personnes différentes, avec 3 cœurs différents. Mon rôle de père, c'est de connaître chacun de ces cœurs. » Tessa l'observa encore un instant, évaluant la sincérité de ses paroles. Puis elle hocha légèrement la tête, un minuscule signe d'acceptation, mais qui signifiait tant. « Je peux te montrer autre chose que j'ai fait ?» demanda-t-elle, plus timidement. « Bien sûr, » répondit Wesley, s'asseyant à côté d'elle. Tessa sortit un carnet méticuleusement rangé. À l'intérieur, des listes, des calendriers, des plans détaillés. « J'aime bien organiser, » expliqua-t-elle. « Je fais des plans pour tout. » Wesley tourna les pages, bluffé par la minutie et la complexité. Un planning précis pour leur anniversaire, encore loin. Une liste d'idées de cadeaux de Noël pour sa mère et ses sœurs. Un plan du zoo avec l'itinéraire le plus efficace pour tout visiter. C'est extraordinaire, Tessa, déclara-t-il, sincèrement impressionné. Tu as un cerveau qui fonctionne d'une façon dont le mien est incapable. Tu vois des schémas, tu crées des structures. C'est un talent incroyable. Le visage de Tessa s'illumina d'un sourire qui gonfla le cœur de Wesley. « Je peux t'aider à organiser des trucs, » proposa-t-elle. « Si tu veux, j'adorerais, » répondit-il avec franchise. « J'ai même un projet qui aurait bien besoin de tes talents. » Le soir même, quand Nina vint récupérer les filles, elle trouva Wesley et Tessa attablés, en train de classer des photos et des souvenirs dans un grand album. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Nina, intriguée. « On organise des souvenirs, » expliqua Tessa, fière, pour rattraper le temps perdu. Nina jeta un coup d'œil à Wesley, qui lui sourit avec une pointe de tristesse mêlée d'espoir. « Tessa m'apprend à mettre de l'ordre dans le chaos, dit-il. Une compétence dont j'ai grand besoin, il faut croire. »
Plus tard, après le départ de Nina et des filles, Wesley resta là, feuilletant les pages qu'il avait commencées avec Tessa. Un album où chaque page laissait une place pour des photos futures, à côté de photos anciennes de Nina enceinte, puis des bébés, de leurs premiers anniversaires, de leurs premiers mots, des moments dont il n'avait pas été témoin, mais que Tessa l'aidait à découvrir et à comprendre. Il se rendit compte que devenir père ne consistait pas seulement à aimer ses filles. Il fallait apprendre à les aimer chacune selon ses propres besoins. Wesley avait aménagé son bureau dans son appartement terrasse pour y accueillir les filles. Des meubles pastels, des étagères de livres et de jouets, un grand tableau aimanté pour dessiner. L'endroit parfait pour les week-ends qu'elle passait chez lui. Ce samedi ensoleillé, les triplés jouaient sur la vaste terrasse. Wesley avait installé une table pour qu'elles peignent. Il les observait, toujours émerveillé par leur créativité unique. Juniper peignait avec fougue, étalant des teintes vives qui débordaient parfois. Elle avait déjà des taches violettes dans ses cheveux et chantonnait, l'interrompant parfois pour demander l'avis de son père. « Regarde, papa, j'ai dessiné une licorne arc-en-ciel », s'exclama-t-elle, brandissant sa feuille. « C'est la licorne la plus colorée que j'ai jamais vue », répondit Wesley en souriant. « J'aime ta façon de tout mélanger. » Juniper reprit son travail avec enthousiasme. À côté d'elle, Tessa peignait méthodiquement. En plusieurs parties, un soleil, des nuages blancs, une maison. Tout était net, organisé. « C'est très soigné, Tessa », complimenta Wesley, se penchant pour voir. « J'aime la manière dont tu fais tout étape par étape. » Tessa hocha la tête sans parler, concentrée sur sa tâche. Plus loin, Maisie traçait quelques lignes abstraites formant un visage. « Maisie, c'est impressionnant, » dit Wesley. « Tu transmets beaucoup d'émotions en quelques traits. » Les yeux de Maisie brillèrent, et elle ajouta quelques derniers coups de pinceau. « Qui est-ce » demanda Wesley. « Toi » répondit-elle simplement, levant ses yeux perçants vers lui. Wesley sentit son cœur se serrer, reconnaissant la ligne de sa mâchoire, le contour de ses yeux. Il faillit demander la permission de l'accrocher chez lui. Il se recula alors légèrement, observant ces trois merveilles. Quand il regarda Tessa, il vit qu'elle semblait contrariée, les yeux plissés et les lèvres pincées. « Tessa » demanda-t-il. « Quelque chose ne va pas ?» Elle posa brusquement son pinceau, épongeant une partie de sa peinture méticuleusement réalisée. « Tu fais tout le temps des compliments à Maisie, c'est trop beau, trop artistique. Et tu joues toujours avec Juniper, c'est trop rigolo, trop amusant. » Wesley ressentit un pincement au cœur. Il vit les larmes naître dans les yeux de Tessa, qu'elle tentait de contenir. « Et moi ?» poursuivit-elle, « je suis juste organisée. C'est pas spécial. » Juniper et Maisie s'étaient arrêtés de peindre, la regardant avec un air interdit. Wesley s'agenouilla près de Tessa, tout aussi démunie. « Je peux te faire un câlin ?» demanda-t-il doucement. Tessa réfléchit une seconde, puis hocha la tête. Wesley la serra dans ses bras, sentant son petit corps s'abandonner au bout d'un moment. « Je suis désolé, Tessa, » murmura-t-il. « Vraiment désolé, tu as raison. » La fillette le dévisagea, surprise, s'attendant peut-être à un démenti. « J'ai été trop captivé par ce qui était bruyant ou surprenant, » avoua-t-il. Les arcs-en-ciel de Juniper, les esquisses de Maisie. Et j'ai oublié de voir que ce que tu fais est tout aussi précieux. Wesley attrapa son dessin, le regardant différemment. Ton organisation, ta structure, ce n'est pas juste de l'ordre. C'est ta façon de comprendre le monde, de le mettre en place. C'est un don incroyable, Tessa. J'étais idiot de ne pas t'avoir dit combien j'admirais ça. Les larmes de la fillette semblèrent à s'apaiser, son visage s'éclairant d'un espoir nouveau. Je te promets de faire mieux, ajouta Wesley. Aimer mes trois filles, ce n'est pas leur donner la même chose à chacune, c'est les connaître, les comprendre, individuellement. Il se tourna vers Juniper et Maisie, comme pour les inclure. Vous êtes des triplés, mais vous êtes uniques. Mon rôle de père, c'est de découvrir chacune de vos différences. Tessa l'observa intensément, puis hocha la tête. C'était tout ce dont il avait besoin pour savoir qu'elle lui pardonnait déjà un peu. « Je peux te montrer un truc ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Avec joie », répondit Wesley en s'asseyant près d'elle. Tessa sortit un cahier impeccablement tenu. Elle expliqua qu'elle y écrivait des listes, des plannings, des idées pour tout organiser. Wesley tourna les pages, impressionné. Il y avait un plan pour leur anniversaire, des idées de cadeaux, un itinéraire pour le parc animalier.
Tu as un talent fou, Tessa, reconnut-il. Tu arrives à penser à tout dans les moindres détails. Tessa sourit, fière. Je peux t'aider à organiser tes trucs, si tu veux. Je serais ravi, répondit Wesley. J'ai justement un projet qui aurait bien besoin de ton aide. Plus tard dans la soirée, quand Nina vint les chercher, elle trouva Wesley et Tessa en train de classer des photos dans un grand album. Il lui expliqua qu'ils organisèrent les souvenirs pour combler le temps perdu. Nina regarda les images, certaines d'elles enceintes, d'autres des premières années des filles, qu'il n'avait jamais vues. Wesley comprit alors que devenir père impliquait d'aimer chaque enfant selon son identité propre. C'était un apprentissage permanent, un ajustement régulier, et il était prêt à s'y engager pleinement. L'odeur de cannelle et de beurre fondu embaumait la cuisine de Nina. C'était un dimanche particulier, marquant presque 6 mois depuis le retour de Wesley dans leur vie. 6 mois d'ajustement, d'apprentissage, de petites victoires et de quelques faux pas inévitables. « Plus de farine !» s'exclama Juniper, montrant la pâte que Wesley tentait de préparer. « C'est trop liquide. » La cuisine ressemblait à un champ de bataille. Wesley avait de la farine dans les cheveux, Juniper portait un semblant de barbe faite de pâte, Tessa pesait les ingrédients avec une précision scientifique et Maisie surveillait du coin de l'œil la cuillère de vanille. « Tu es sûr ?» demanda Wesley en tâtant la consistance déjà douteuse. La recette dit que ça doit être liquide. « Mais pas autant, » répliqua Tessa. « On dirait de la soupe. » Wesley rit et ajouta un peu plus de farine. Les crêpes du dimanche étaient devenues une tradition lors des week-ends passés avec les filles. Cette fois, cependant, il avait dormi sur le canapé chez Nina. La sonnette interrompit ses pensées. « Je vais ouvrir » cria Juniper, courant vers la porte. Nina, qui mettait la table, la devança. « Je m'en occupe, ma puce. Continue d'aider papa. » Un instant plus tard, la voix reconnaissable d'Evelyn résonna. « J'ai apporté ces petits gâteaux que vous aimez tant. » Wesley se tendit légèrement. Les visites de la mère de Nina étaient encore des épreuves hebdomadaires. Son hostilité s'était atténuée, mais l'acceptation totale restait à conquérir. Les triplés coururent dans le couloir pour accueillir leur grand-mère, se frottant contre ses vêtements impeccables avec leurs mains pleines de farine. À sa décharge, Evelyn ne sembla pas s'en offusquer. « Mamie, on fait des crêpes !» s'écria Juniper en la tirant par la main. « Viens voir !» Dans la cuisine, Wesley attendait, essayant de ne pas laisser paraître sa gêne. « Bonjour, Madame Lawson », la salua-t-il poliment. « Evelyn », le corrigea-t-elle, surprenant Wesley. « Si on doit se voir toutes les semaines, autant s'appeler par nos prénoms. » C'était une petite concession, mais de taille. Wesley acquiesça, la gorge un peu sèche. « Vos crêpes ont l'air intéressantes », observa-t-elle en voyant la pâte trop liquide. « On peaufine encore la technique », répondit Wesley, retournant une crêpe qui se transforma aussitôt en une masse informe dans la poêle. « La technique et la recette », ajouta Tessa avec une pointe d'humour involontaire. Evelyn s'approcha, évaluant la situation avec un œil exercé. « C'est trop liquide, et le feu est trop fort. Les crêpes se cuisent à feu moyen doux. » Elle tendit la main vers la spatule, un geste de celle qui a l'habitude de prendre les choses en main. « Je peux ?» En quelques minutes, Evelyn dirigea les opérations avec l'efficacité d'un général. Elle ajouta plus de farine, un peu de levure que Wesley avait omis, baissa le feu et produisit rapidement des ronds dorés parfaits. « Maintenant, à toi », dit-elle en lui rendant la spatule. Le résultat de Wesley n'était pas parfait, mais ressemblait enfin à une crêpe. Mieux, approuva-t-elle d'un signe de tête. Après le petit déjeuner, les filles annoncèrent avoir une surprise. Elles traînèrent des chaises et des coussins dans le salon pour construire une sorte de scène improvisée. « Installez-vous », déclara Juniper. « Le spectacle va commencer. » Tessa, toujours la plus formelle, s'avança quand tout le monde fut assis. « Notre présentation s'appelle « Notre famille », annonça-t-elle. « C'est un travail pour l'école, sur les personnes qui vivent dans notre cœur. » Wesley sentit son cœur se serrer d'émotion. À côté de lui, Nina redressa le buste, également surprise. Juniper bondit, montrant un dessin coloré. « Je commence, ça, c'est maman !» Le papier montrait Nina avec un grand sourire et des cheveux bruns. Elle s'occupe de nous, fait de bons petits plats et nous laisse dormir avec elle quand il y a de l'orage. Tessa s'avança ensuite, présentant son dessin soigné. Là, c'est mamie Evelyn. Elle fait des gâteaux, raconte des histoires de quand maman était petite.
et apporte toujours des cadeaux quand elle vient. Wesley vit l'expression d'Evelyn s'adoucir légèrement, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Maisie avança alors, brandissant son propre dessin à 2 mains. « Et voici papa, dit-elle, d'une voix douce mais distincte. Il est revenu pour nous. Il fait des crêpes ratées, raconte des blagues nulles et nous emmène voir les étoiles. » Wesley ravala ses larmes, voyant le dessin représentant une silhouette haute avec un large sourire. Il sentit la main de Nina effleurer brièvement la sienne, un signe discret de soutien. Les 3 fillettes tinrent enfin un grand papier à elles 3, visiblement une œuvre collective. On y voyait une maison avec 4 cœurs, 3 petits et un grand, et 4 silhouettes se tenant par la main. « Et voilà notre famille », déclarèrent-elles en chœur. Un moment de silence chargé d'émotion s'ensuivit. Nina fut la première à applaudir. Wesley et Evelyn l'imitèrent aussitôt. « On a des cadeaux », annonça Juniper, courant vers la chambre. Pour Wesley, elles offrirent un dessin spécial. 4 cœurs dans une maison. Au dos, chacune avait signé de sa main encore maladroite. « Tu pourras le mettre dans ton bureau », expliqua Tessa. « Comme ça, tu penseras à nous quand tu seras loin. » Wesley serra les 3 filles dans ses bras, incapable de trouver les mots justes. La matinée s'écoula entre diverses activités. Après le déjeuner, alors que les filles faisèrent la sieste, Evelyn trouva Wesley dans la cuisine, terminant de laver quelques plats. Un instant, elle le regarda sans parler. Autrefois, elle aurait déjà pris congé sans cérémonie. Cette fois, elle s'approcha du comptoir. « Tu te trompes encore parfois, dit-elle finalement, la voix moins sèche que d'habitude. « Mais au moins, tu restes pour réessayer. » Wesley s'arrêta, se retournant vers elle. C'était sans doute le plus proche d'un compliment qu'il obtiendrait d'elle. Pas un grand geste, mais l'aveu qu'il persistait, qu'il ne fuyait plus. « Merci, répondit-il simplement. « Dimanche prochain, je pourrai t'apprendre la vraie recette des crêpes, reprit-elle en ajustant son écharpe. « Si tu veux, je le voudrais beaucoup, répondit-il. Après le départ d'Evelyn et le moment où Nina s'éclipsa pour un rendez-vous avec un client, Wesley s'installa dans le canapé, feuilletant un magazine. Il entendit des petits pas légers et vit Maisie apparaître, se frottant les yeux ensommeillés. Sans un mot, elle vint s'asseoir près de lui, s'appuya contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il doucement. « J'ai rêvé de ciel étoilé », murmura-t-elle avec un léger bâillement. Wesley entoura ses épaules de son bras, émerveillé de la confiance instinctive de cette petite. C'était un de ces moments qui le surprenaient encore. L'intimité spontanée, l'acceptation totale dont seuls les enfants sont capables. Au bout de quelques minutes, alors qu'elle somnolait presque, Maisie entr'ouvrit les yeux et souffla. « Maman ne pleure plus. » Wesley sentit un nœud dans la gorge. « Moi non plus, » murmura-t-il. Maisie sourit faiblement avant de se rendormir. Wesley resta immobile, sentant le poids et la chaleur de ce petit corps, la force d'un lien qu'il aurait dû connaître 5 ans plus tôt, mais qu'il savourait désormais chaque instant. Lorsque Nina revint, elle trouva Maisie endormie contre Wesley, qui affichait une expression de paix qu'elle ne lui connaissait pas. Leurs regards se croisèrent, et sans dire un mot, Nina laissa tomber une tension accumulée, souriant pleinement, pas seulement avec la bouche, mais avec toute son attitude, comme une vague de soulagement. Wesley n'était plus l'homme qui était parti, celui qui mettait la réussite au-dessus de tout. Il était devenu le père qui restait, le père qui apprenait jour après jour, celui qui ratait ses crêpes, tressait parfois de travers, ou écorchait le nom des poupées, mais qui était là, toujours. Il n'était pas devenu père le jour où il l'avait appris. Il l'était devenu le jour où il avait décidé d'aimer et de continuer. Quand il avait compris que le véritable engagement se construit dans les petits gestes quotidiens, dans cette présence qui consolide la confiance, un pas après l'autre. Dans un amour qui, trouvant enfin une terre fertile, enfonce ses racines un peu plus chaque jour. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Nar 8,224, and I didn't get play the game. See? Alright, let's see.
Mm-mm-mm-mm-mm. Mm-mm. Ba, ba, ba. Let me see. Easy diamond support today, right? Hopefully we can get to diamond. I don't I know. was gonna say I can't see your thing. Oh, you're at 37%. Okay, cool. I got 28. I gotta grind Overwatch again. You should. I just hit diamond but never hit masters. Me. I was so close to masters and wait, was I? I think so. I think you're like a game away from it, and you're like, Yeah. And I never played and then another you're like, I game. don't want to play. No, I didn't know that it was ending. Likely story. 6, 7. Don't hate me. I'm sorry. I do hit Celestials and Rivals. What are the ranks on Rivals? I was Grandmaster in Rocket League for 7 years in a row because I'd play for 2 weeks. Stop, come back 6 months later, play for 2 weeks, stop. Is Grandmaster the best in Rocket League? Maybe Caliseo. Coseo. They're sort of a bit different. It's the same. Ah, okay. Sips. Sup? Hi, Gorkin. How are you? Gorkin? I keep seeing Think about follow I Taylor keep seeing like these things that look like till Grandmaster Celestial Tournament. League Ah, of okay. Legends Nice. characters, and then I look again. I'm like, I don't know that character. Oh, is it from that one game that copied League? Yeah, That's funny. Oh shit. but Oops. they copied art style to the T. Yeah. They did. Celesti. So Grandmaster right now on Overwatch. Celestial. Oh, okay. Cool. So you're okay. Celestial Rivals would be Grandmaster in Overwatch. Cool. I've never played ranked on Rivals. We played Rivals when beta came out, and that was it. We played a little bit Rivals is- afterwards, but not really. I feel like it kind of fell into that. I think we're missing one. Yeah, our Mercy support. I will not leave a broken world behind. Like they left. Interesting Yeah. choices, Cole. A professional gamer, a Russian powerlifter. You play Valorant? Yes, I do. I play Overwatch, Valorant, and League, and sometimes story games. Yeah, I was gonna say. I think Marvel kind of fell into that same trap of they got complacent and just started releasing skins. Like Valorant. 2020. Yeah. But I'll be honest, Marvel has some nice skins. Yeah, but there's just a lot of like gooning. People cried and complained whenever they came out with a Widowmaker skin where she's like wearing like a swimsuit or something. Mm-hmm. And then they celebrate it when Marvel comes out where they're all in swimsuits. Like, huh? What do you mean? Looking Double boring, standard. grinding commonly play with friends like that thong skin of a thing. To be honest need- though, in the comics, the outfits are very skimpy. So Yeah. it's fitting. I'm sorry, baby. You know which one we gotta pick. Yikes, I don't know about that. Girl. Kidding. As you pick Junkertown, it's crazy. I'm kidding. No, we could do Junkertown. But we're not because we all picked Rialto. Ghost of the North Coast. Ghost of the North Coast.
Uh, hmm. Domina. Para. Ali, yes, I got a question. What's your question? Do you play Apex Legends? I do not. I used to play it. This was back when I played on Xbox, like 2018. I played with my friends back then, but not anymore. I haven't tried it since. Maybe once since then, but that was it. I've been playing a lot with a few friends. How is it now? I'm guessing if you're playing a lot, it's been fun. I think I played Apex once or twice. I think I lost the first game and then won the second game and then never played again. Find my own path. I was playing it. I'm like, these characters are just copies of like Overwatch characters because they have like Bastion in there with like Widow's grapple hook. Oh yeah, they do. I'm like, what the fuck is this? It's sort of a good thing we have 100 Thieves friends. Used to be a professional Apex player. Oh, nice. That's nice. And then there's oh wait, who is it? Wait, before I forget. I don't know if she's new or not, but the girl that kind of looks like Raze is like a healer. I think. She looks pretty cool. Life something? Life Weaver? No. I remember Lifeline? there were some, I think Lifeline, yeah. I remember there was like a tournament for Apex with some 100 Thieves. I think there was Nice Wig. That's unfortunate. I didn't have anything. I know Nice Wig was there, Valkyrie. Ow. My gift to you. What's up? Hello, Mercy. What are you doing up here? I thought I heard someone up there with you. Oh my god. I can't. I know it's stupid because I'm literally on. Oh. Bro. Fuck. Yeah. Oh my god. I don't know his team. Golden Guardians used to play Pathfinder. I didn't watch a lot of Apex, so I wouldn't know. That's unfortunate. Fuck. Move here. Bro, what is that? Octane, I love Clinkers and Yana Pathfinder. Wait, Pathfinder sounds familiar. Pathfinder, I think, was the robot. Oh. Man. Like a gentle rain. KO Ramatra. Oh, KO. Oh. We need to get off to this and not go Tucker Queen. Holy shit. Time to try again. My ultimate is ready. I don't know where he put that turret. I think it's up there. Okay. Dude. Yeah.